comme tu disais, que ça finisse par faire un espèce de brin de Lego là, qui peut structurer, permettre l'apparition d'organismes dont certains vont être capables de prendre conscience de l'existence de l'univers. Enfin, j'ai l'impression que c'est un bout de l'univers qui se regarde lui-même, quoi. C'est assez déstabilisant, en fait, de le penser comme ça. Ça me permet de me sentir relié, ouais, presque à l'ensemble du monde, tu vois. Bonjour à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts La Prospective. Aujourd'hui, je reçois Théo de la chaîne Balade Mentale, chaîne YouTube donc que vous connaissez peut-être puisque c'est une des chaînes françaises les plus populaires. Alors, c'est difficile de résumer de quoi on a parlé à travers notre conversation puisqu'on est parti dans beaucoup de directions, mais en gros, multivers, physique quantique, paradoxe de Fermi, voilà, l'univers en général, les questions métaphysiques et autres. Donc une explosion de cerveau, comme on dit en anglais, mind-blowing. Vous pouvez soit regarder cette vidéo sur YouTube ou alors la télécharger en audio sur Spotify ou iTunes, comme vous voulez. Il suffit de taper The Flares dans le moteur de recherche de votre application de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner, nous donner une petite revue, un petit j'aime, un commentaire, faire partager tout ça. Ça nous aide beaucoup. Nous enregistrons la plupart de nos podcasts avec la plateforme Riverside. Elle permet d'enregistrer localement le flux audio et vidéo en HD jusqu'à 4K, ce qui permet une qualité optimale même si la connexion Internet est instable. Si vous êtes un podcasteur ou souhaitez vous lancer, je vous le recommande chaudement. Cliquez sur le lien dans la description pour commencer une période d'essai. C'est un lien affilié, donc ça nous aide aussi. Merci pour votre soutien si vous souhaitez vous lancer sur Riverside. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bienvenue sur le podcast de Flares. Alors salut Théo, merci encore d'avoir accepté mon invitation pour discuter. Donc je pense qu'on va partir dans plein de tangentes évidemment parce que ta chaîne elle est très vaste, elle parle de plein de sujets et j'ai eu du mal à préparer cette vidéo ce podcast étant donné que effectivement tu parles de l'univers, physique quantique, nature et donc je pense que pour déjà ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à faire des vidéos sur YouTube? Donc bonjour à tous, je m'appelle Théo Drieux, moi je sévis sur internet depuis 6 ans et quelques je pense maintenant, et ce qui m'a amené là, en fait c'est un métier depuis 4 ans. Au début c'était un peu une passion, un truc en dilettante qui a pris de plus en plus de place. Ce qui m'a amené là en fait c'est d'en dévorer des vidéos, beaucoup, et paradoxalement c'est pas forcément les trucs de qualité. Alors, ça veut pas dire que, en fait, aujourd'hui, j'encense les chaînes pourries qui traînent, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Comment dire, en fait, en regardant des gens qui faisaient du bon contenu de vulga, je me sentais légitime pour en parler, parce que de par mon métier, moi j'étais dans la culture scientifique, donc ça allait. Je me disais, ouais, je pourrais faire quelque chose. Puis ça m'intéressait, je racontais beaucoup d'histoires auprès du public, dans un centre de sciences. Mais par contre, j'avais jamais ouvert un logiciel de montage, je savais pas utiliser une caméra, tout ça était un monde complètement étranger. Donc les trucs qui m'ont vraiment intéressé, donné envie, c'est les gens qui faisaient de la merde, pour le dire grossièrement, dans le contenu, mais qui en plus le faisaient mal dans la forme. Donc c'était les chaînes que je regardais pas, mais sur lesquelles je tombais de temps en temps par hasard. Je me disais, c'est pas possible à la fois de raconter autant de bêtises et de faire un truc aussi sale esthétiquement. Et c'est ça qui m'a donné envie, en fait. Un peu. Tu disais que t'étais dans la culture scientifique, t'avais une spécialisation, c'était plutôt astrophysique ou... Non, alors, moi je viens de la géologie, j'ai fait une licence de géologie. Après, j'ai fait 2 années de non-études pour trouver les études que je voulais faire. J'ai bossé dans la restauration. Ce qui est vraiment, en fait, une bonne voie pour après se remettre des objectifs. Je conseille, honnêtement. Des métiers durs, des métiers très concrets, après qui te font vraiment te poser de bonnes questions existentielles. Et après, j'ai repris un master de planétologie, qui en gros, alors sur le papier, c'était très joli, mais je me suis très vite rendu compte que j'avais pas les compétences physiques et mathématiques. C'est-à-dire qu'en gros, la géologie était une toute petite part du contenu. C'était modéliser des corps planétaires autres que ceux du système solaire. C'est un master de recherche qui existait à Versailles à l'époque. Je ne sais pas s'il est toujours existant. Et du coup, ça, j'ai arrêté en cours de route, me rendre compte que j'étais pas assez solide. Et puis le monde de la recherche, en fait, c'est trop rigoureux pour moi. C'est trop le bordel dans ma tête, quoi. J'arrive pas à focus suffisamment longtemps sur un process qu'il faut tenir tout du long. Et finalement, j'ai découvert l'existence d'un 2 masters
plusieurs masters de médiation scientifique, communication scientifique, qui préparent en fait en gros à travailler dans le monde de la vulgarisation. Donc il y en a un à Bordeaux, celui de Strasbourg existe toujours. Moi j'ai fait celui de Grenoble qui est toujours existant. Et donc à partir de là, on pouvait. Alors moi j'ai des collègues, collègues étudiants qui sont allés dans, tu vois, la communication très institutionnelle d'organismes, soit publics, soit privés. Donc typiquement ça peut être des entreprises pharmaceutiques ou le CNRS ou le CEA, ce genre de choses. Et moi je me suis plus orienté sur la vulga. Et donc là, bah, le truc tout trouvé, c'était les centres de culture scientifique, ce qu'on appelle les CCSTI. Typiquement, le plus gros qu'on connaisse, c'est la Cité des Sciences à Paris. Mais il y en a un peu partout en province, Cap Science, tout ça. Et moi, j'ai trouvé un poste super à la Rotonde, à l'école des mines de Saint-Étienne, où j'ai travaillé pendant 7 ans. Et c'est un peu là-bas que la chaîne est née aussi en incubation, parce que la dernière année... mes collègues étaient très cool et ils savaient que moi j'arrivais en fin de contrat parce qu'ils n'avaient pas moyen de me CDIser et du coup ils m'ont donné un peu l'opportunité de développer la chaîne et d'essayer de trouver parce qu'on avait beaucoup de contenu, on avait un petit studio d'enregistrement, on avait du matériel, donc autant toutes ces choses auxquelles moi j'avais pas accès et les compétences en interne avec mon collègue Kevin avec qui on a monté la chaîne au début. Et donc on s'est dit, vas-y, on n'avait pas de ligne éditoriale, hein, c'est juste qu'on avait des objets scientifiques un peu étranges, des choses à montrer, quoi. Et un cadre pour le faire. En tout cas, c'est super, c'est une réussite. Déjà en termes de nombre, hein, le nombre d'abonnés, les nombres de vues par vidéo, l'engagement est très élevé, la qualité aussi qui est vraiment super. Et je pense que c'est vraiment important parce que la science a vraiment besoin de vulgarisation de qualité, quoi. C'est vrai, avec aux États-Unis, donc on avait Carl Sagan qui a un petit peu été le parrain de ces et puis Jay Gould, je crois, donc en plus l'évolution de la nature. Bah, on a dans le monde francophone aussi, on a dans la physique, il y a quand même beaucoup de gens. C'est pas sorcier. Ouais, c'est pas sorcière, ça commence à dater un peu quand même, et puis c'est un format très très particulier, quoi. Moi, ce que j'adore avec Internet, c'est que ça a fait exploser tout ça, et ça a donné, en fait... Je me souviens, ce qui est bizarre, quand j'étais en master, bon, Internet existait déjà, je crois que YouTube est né l'année où j'étais en M1, et en master 1, et les profs, ils nous disaient que l'enjeu principal, quand on bossait dans les institutions, c'était amener le citoyen à un moment à s'emparer des questions de sciences-société, et prendre la parole, et en fait, Internet a permis de montrer qu'il y avait un nombre de passionnés incroyable sur quantité mais foisonnante de thématiques et qui se seraient pas exprimés autrement, je pense, parce que faire la démarche d'aller voir une institution pour monter un projet, avec tous les intermédiaires que ça suppose, toutes les étapes de validation, c'est très compliqué en fait. Et même au-delà de la complexité technique, ça demande, je sais pas, il faut avoir une forme de, je sais pas. Il y a des gens pour qui c'est fait et d'autres pour qui ça fonctionne pas. Moi, jamais j'aurais fait ça, en fait, de moi-même, même indépendamment du parcours. Hein. Si j'étais retrouvé tout seul, j'aurais peut-être, en fait, créé une chaîne de vulgarisation scientifique. Mais d'ailleurs, j'aurais même pas pensé que j'en faisais au début, tu vois. Et je pense que ça a permis l'émergence de 1000 autres formes que c'est pas sorcier, tu vois. Quand même très, très académique. Et puis, c'est aussi la créativité. Chaque créateur... apporte des choses différentes. Il y a certaines chaînes. C'est vrai que je suis plus familier avec des chaînes anglo-saxonnes, mais bon, en France, il y a des super chaînes aussi. Mais tu vois, par exemple, je pense que tu connais Acapella Science. Non, je connais pas. Acapella, ouais, je vais le noter. C'est vieux, hein. C'est un mec qui il est chercheur en physique théorique et il chante extrêmement bien. Et il fait des montages vidéo monstrueux où il reprend des trucs et il mélange toutes les notes. Et en fait, il reprend des classiques, des tubes de la musique, mais il transforme le texte pour en faire, mais c'est des pépites de vulgarisation. Alors, on est un peu dans Big Bang Theory, c'est-à-dire que c'est une vidéo de niche, ça s'intéresse à des gens comme toi et moi. Mais c'est génial. Et en fait, j'ai toujours rêvé de tomber sur des trucs comme ça, et ça existe. Et ça fait des dizaines de millions de vues. Je veux dire, sa vidéo sur The Shape of You, où il parle des atomes, je veux dire, c'est vraiment, il est dans l'atomistique pendant 5 minutes, on est vraiment dans le dur du dur, et ça fait 10 millions de vues. Bon, parce qu'il le dit a cappella, mais... Et du coup, tes objectifs sur le court terme avec ta chaîne, et puis peut-être, je sais pas, si tu veux aller plus loin que la chaîne, quels sont tes objectifs?
Je fonctionne pas trop. Enfin, si j'ai des projets en cours, après, j'ai pas d'objectif sur 6 mois, un an. Là, aujourd'hui, j'arrive enfin à en vivre correctement depuis 3 ans. Depuis un an, je travaille un peu plus ponctuellement avec des monteurs. Donc, c'est bien aussi de pouvoir déléguer, travailler avec des gens dont c'est vraiment le métier, parce que au bout d'un moment, tu arrives à faire des trucs quali, mais je veux dire, c'est aussi un autre langage, le montage. Et j'aimerais bien me consacrer plus à l'écriture. Euh, Peut-être réécrire un livre. J'en ai déjà écrit un et c'était déjà un très très gros morceau. C'était une belle aventure, mais c'est hyper chronophage. Donc je sais pas, peut-être pas tout de suite. Et puis un sujet différent, parce que la première fois j'ai parlé vraiment de l'univers au sens très large. Et là peut-être plus un truc orienté full océan. Et, euh, et à côté de ça, bah là j'ai un podcast qui vient de sortir, qui est très très cool, qui s'appelle La Nouvelle Odyssée de l'Espace, que vous pouvez retrouver sur Spotify. Et vraiment, je le conseille. Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai un peu travaillé avec les auteurs, mais ils ont fait un travail super. Le montage est... Enfin, là, c'est là que tu vois en fait l'importance de toutes les couches de compétences. C'est-à-dire que tu as vraiment des ingénieurs son derrière, des gens dont c'est le métier de rajouter du corps et de la chair à l'audio. Et ça fait un produit, un objet qui est hyper stylé. Donc, je suis assez fier de ça et on est en train de réfléchir à peut-être une deuxième saison sur une thématique différente ou peut-être poursuivre celle de la saison 1, je sais pas. Voilà. Et du coup, je pense que si tous ces objectifs sont atteints, ça s'appelle le burn-out. Donc, En tout cas, j'invite tous les gens à aller voir tout ça. Je mettrai le lien dans la description. Je connaissais pas ton podcast, je vais aller aussi jeter un œil, ça m'intrigue. Et donc, du coup, est-ce que tu as aussi une ligne éditoriale particulière qui s'est dessinée à travers les années? Comme tu mentionnais qu'au début, tu t'es lancé comme ça sans vraiment savoir ce que tu allais faire, mais parlant plutôt de curiosité scientifique, est-ce que c'est toujours la thématique principale, un petit peu un fourre-tout scientifique comme ça? ouais, ce qui est étrange, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que la ligne édito de la chaîne, elle s'est un peu dégagée par une forme de rencontre d'un côté entre le public, parce que, mine de rien, à un moment, il nous faut de l'audience, surtout pour en vivre. Et puis, c'est gratifiant de voir que les vidéos, elles sont vues, elles fonctionnent, elles sont partagées. Et de l'autre, mes envies. Au début, comme je te disais, on travaillait avec les histoires et les objets qu'on avait à disposition. Moi, j'avais travaillé pendant 2 ans sur une exposition sur l'histoire des sciences en mode cabinet de curiosité. Donc, j'avais énormément de choses à raconter sur l'histoire des sciences, sur des anecdotes, sur les chimistes, les physiciens, je sais pas, les grandes découvertes, la conquête du ciel. Et à côté de ça, on avait plein d'expériences qui sont assez cool à montrer, genre des machines pneumatiques, des cloches à vide, des objets un peu incroyables. Et ça, quand on a commencé à les filmer, ça a très très bien marché. C'était un tout petit peu avant que Nozman commence à sortir ces étranges objets. C'était des vidéos qui faisaient 10 fois plus de vues que les autres, donc on voyait qu'il y avait un intérêt. On n'a jamais poussé là-dedans. On en a fait 7-8, mais pour nous, c'était incroyable d'avoir des vidéos qui faisaient 100 000 vues, tu vois, alors qu'on devait avoir peut-être 5-10 000 vues pour une vidéo d'habitude. Mais je sais pas, on s'est même pas dit, tiens, ce truc marche, faisons plein de trucs sur les étranges objets scientifiques. En fait, j'ai un peu l'impression qu'au début, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Enfin, au feeling et la possibilité des projets. Genre, je sais pas, de temps en temps, il y avait un truc improbable. Moi, j'ai grandi à La Réunion, j'ai un pote qui bossait à l'Observatoire. Quand j'étais retourné voir mes parents, j'ai fait des trucs sur la formation de l'île, accompagner des vulcanologues pour faire des prélèvements de lave, ce qui a strictement rien à voir. Alors, ça a absolument pas marché, ce qui quand même me désespérait un peu, parce qu'en termes de charge de travail, et enfin, c'est des projets qui sont super, mais extrêmement lourds à mettre en place et à finaliser. Et puis petit à petit, en fait, l'astro, moi, me plaisait beaucoup. Bah, je sais pas pourquoi, je me sentais... je vais même pas dire pas légitime, parce que j'ai tellement bouffé de bouquins là-dessus que si je pense que j'étais légitime pour le faire. À un moment, il a fallu que, tu vois, que je pense que c'est une vidéo sur le destin de l'univers. J'en ai fait une, et puis après, j'en ai fait une autre sur le système solaire, et j'y prenais vraiment plaisir. Et ce que j'aime bien dans le sujet astro, c'est qu'en creux, tu as la possibilité des questions existentielles et philo. Et ça, c'est des trucs que j'aime bien aussi. J'ai toujours bien aimé la philo, mais vraiment extrêmement amateur. J'en ai lu beaucoup, mais je maîtrise pas les concepts. C'est un joyeux bordel dans ma tête, mais je trouve que c'est vraiment un domaine super chouette et qui est assez éloigné pour moi des sciences appliquées. Alors je sais que souvent, les grands organismes les présentent toujours avec la possibilité de développer tel truc,
Mais pour moi, c'est pas l'objectif premier de ce genre de recherche. Je veux dire, si tu travailles sur le décalage vers le rouge, bon, bah, peut-être qu'il y aura jamais aucune application, mais tu es quand même sur des trucs qui sont tellement puissants. Et ça a rencontré son public, et moi, j'y prenais beaucoup de plaisir. Du coup, de fait, ça a commencé à devenir une vidéo sur deux de la chaîne, quoi. Et donc, c'est devenu un peu une ligne éditoriale. Alors, j'essaye de pas en faire plus qu'une sur deux. Des fois, je suis tenté, mais j'aimerais bien aussi que le public soit un peu habitué à pas une forme de régularité, mais que de temps en temps, tu as des trucs un peu hybrides qui viennent de nulle part. Bah, tu vois, là, il y a 2 ans, on avait commencé le projet Les Mondes du Dessous, où on a fait 7 vidéos sur les mondes sous-marins, dont 4 qui se passent intégralement en plongée sous-marine. Bon, il y en a qui ont vraiment fait flop parce que clairement, j'allais dire, les communautés en fait se recoupent pas. L'algorithme de YouTube est pas forcément assez intelligent pour se dire ça. Ça plaît pas à sa communauté, mais c'est peut-être un truc pour ceux qui regardent Arte Découverte ou Brut Nature. Et du coup, ça fonctionne pas. Mais il y en a qui ont très bien marché, peut-être parce que ça se rapproche un peu de l'espace. Je sais pas. Celles sur les abysses ont vraiment rencontré un certain succès. Et du coup, d'avoir une forme de régularité dans l'autre que l'espace. Bon, je pense qu'on va faire un petit détour déjà dans l'espace, hein, l'univers, sujet fascinant. Et donc la première question qu'on pourrait discuter, c'est aujourd'hui, donc il y a pas mal de choses qu'on connaît pas sur l'univers. Quels sont les plus grands mystères de l'existence, l'univers et tout le reste? Alors, si tu me dis 42... Ouais, non, c'est bon. Ça va pas marcher. C'est des questions qu'on pourra... Pour moi, le plus grand mystère, c'est pourquoi y a-t-il putain de quelque chose plutôt que rien. Vraiment. Et ça, on ne le saura jamais. La réponse religieuse me satisfait absolument pas. Mais vraiment absolument pas. Je trouve que c'est une petite réponse à cette question. Du coup, je pense qu'on peut déjà s'avouer vaincu. Ce qui est marrant, c'est vraiment une question qui me... Pour ça que je trouve que ça rejoint d'ailleurs la philo. C'est clairement une question philosophique, en fait. Oui. Il y a une branche de la philosophie qui s'appelle la métaphysique. Hein. Et ça parle de ça, quoi. Les grandes questions existentielles, d'où vient l'univers, qu'est-ce que le réel, ce genre de questions-là, c'est métaphysique, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a conscience de l'immensité du truc, mais en fait, les gens se la posaient déjà quand leur horizon à eux, c'était l'horizon de la mer et du coucher de soleil, tu vois, ou de la Terre, ou juste du système solaire, c'était pareil, en fait. On fait que repousser la question, mais elle reste toujours aussi terrible. Je pense que même si on était dans une sphère d'1 kilomètre et qu'on savait qu'il n'y a rien, absolument rien en dehors de cette sphère, la question serait aussi étrange. Pourquoi il y a quelque chose? C'est vrai que c'est fondamental. C'est la première question qui semble être complètement déroutante, quoi. Parce et puis on peut même pas concevoir le rien. Parce qu'à partir du moment où tu essaies de mettre des mots au rien, tu lui ajoutes quelque chose, ça devient plus du rien, quoi. Tu dis, le rien, c'est du vide. Non, le vide, c'est pas de rien. C'est noir. Non, noir, c'est l'absence de lumière. Non. On peut pas, en fait, concevoir le néant. Donc, ça se trouve, ça n'existe pas. Je sais plus, j'avais déjà entendu un truc du style, s'il y a quelque chose plutôt que rien, c'est parce que c'est pas possible d'avoir rien, ou quelque chose comme ça. Donc, ça devient... Et ça rejoint la question un peu de l'origine aussi. J'aimais bien un truc qui m'a un peu marqué dans les conférences que j'écoutais sur le sujet, c'était la question du temps. Parce que souvent, quand on se demande qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y aura après, on est aussi un peu confronté à repousser la question jusqu'à... Et en fait, ce côté de peut-être qu'on n'arrive pas à concevoir le fait que les choses puissent exister ou être de toute éternité. Qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'un début ni d'une fin. Et du coup, ça résout une partie de la question. Ça enlève cette composante. Il faut que ça commence. Est-ce que ça s'arrête, tout ça. Il y a des questions qui font sens d'un point de vue. Enfin, c'est-à-dire que la question sur le papier, elle fonctionne. C'est-à-dire il y a un verbe, il y a un point d'interrogation à la fin. C'est une question qui est bien écrite, linguistiquement, c'est cohérent. Mais en fait, elle n'a peut-être aucune réponse. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang? C'est une question qui semble être cohérente. Voilà, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a. Mais en fait, est-ce qu'on se demande qu'est-ce qu'il y a au nord du pôle Nord? Au nord du pôle Nord, c'est une question qui semble être
ok, on peut se la poser, mais au final, la réponse semble, elle est incohérente, elle n'a pas de... voilà, est-ce qu'il y a quelque chose au nord du pôle Nord? C'est un contresens, quoi. C'est presque un paradoxe. Et donc, avant le Big Bang, si le temps a commencé à l'origine, lors du Big Bang ou l'événement zéro, quoi, on peut pas dire qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang, parce que si le temps a commencé à zéro. Ou alors, le temps n'a pas commencé lors du Big Bang, et dans ce cas-là, oui, il y avait peut-être un autre univers, ou un trou noir, ou je sais pas. Moi, une question en fait, à laquelle j'aimerais avoir une réponse de mon vivant, c'est quand même l'existence d'autres formes de vie intelligentes. J'adorerais vraiment avoir la réponse à cette question. Bien que intimement, j'ai certains points de vue sur... mais j'aimerais, tu vois, j'adorerais qu'ils débarquent et qu'ils nous disent coucou. Je sais pas. Je suis même pas sûr que ça fasse sauter le paradigme. Je pense que ça bousculerait un peu le monde pendant quelques années, puis après on se remettrait à vaquer à nos petites occupations. Bon, il existe des formes de vie intelligentes et extraterrestres. Peut-être, enfin, à la rigueur, sans transfert de technologie, sinon c'est un game changer, si elles débarquent et qu'elles nous filent des trucs incroyables. Mais tu vois, sans velléité de conquérir, ni quoi que ce soit, ni de nous informer, ni... genre, juste elles se manifestent, et puis au revoir, quoi. En plus, c'est vrai que dans l'histoire des sciences, des idées, il y a déjà eu des périodes où les gens étaient convaincus qu'il y avait des extraterrestres sur la Lune, sur Mars. Il y avait le fameux les canaux de Mars au début du XXe siècle, je crois, où je sais plus c'est quel astronome persuadé, ça a fait la une des journaux, preuve que les Martiens existent. Et il y avait même des dessins, voilà à quoi ils ressemblent, voilà à quoi ressemble leur ville. Ils utilisent des canaux très sophistiqués. Et finalement, ça a été évidemment prouvé faux. Donc, je pense que si on a la preuve demain, voilà, dans la semaine prochaine, découverte d'un signal venant d'Alpha Centauri, par exemple, qui indique une preuve de civilisation technologique, on en parlera pendant une semaine, quoi. Puis après, ça fera partie de la culture. Et puis, certainement qu'on ne s'attendra pas à les rencontrer, et surtout si, voilà, on se doute aujourd'hui que dans le système solaire, il peut y avoir de la vie, mais elle sera microbienne ou peut-être un peu plus développée, peut-être des sortes de poissons ou des trucs comme ça. Disons que ce serait quand même un ultime coup de pied à l'égocentrisme humain, quoi. Ça repousserait encore un peu plus loin, mais moi j'ai absolument pas de doute, par exemple, sur le fait que de la vie existe ailleurs. J'allais dire, franchement, je serais pas surpris du tout qu'on en trouve sur Mars, sur Europe, sur Ganymède, enfin que ça soit vraiment quelque chose qui émerge relativement facilement. Je crois pas du tout. On est vraiment dans l'ordre de la croyance, hein. Mais par contre, les deux derniers termes de Fermi, ils font un peu mal, quoi. La vie intelligente, enfin les trois derniers termes, capable de créer des technos pour communiquer, qu'on ait envie aussi. Tu veux dire, c'est l'équation de Drake, ça. Ça, c'est quand même des trucs des sacrés goulets d'étranglement, quoi. Mais des amis, enfin, ça me ferait vraiment plaisir qu'on en trouve, tu vois, qu'on ait vraiment une preuve manifeste, mais non, moi je veux plus. Et j'ai absolument pas de doute qu'il y a des formes de vie beaucoup plus développées, alors intelligent, non, ouais. Faudrait définir l'intelligence. Oui, on pourrait. Moi, c'est vrai que j'aime pas trop utiliser le mot intelligent, je préfère technologique, parce que ce qui nous différencie vraiment des autres animaux, c'est vraiment ce qu'on est capable de produire à travers nos outils, quoi. Hein. Des pensées qu'on arrive à élaborer aussi, tu vois. L'abstraction. Bon, on peut faire de l'Uchronie, je sais pas, admettons, je sais pas, une planète océan avec des poulpes comme chez nous, mais qui ont une durée de vie de 100 ans, 100 années, et qui peuvent pas avoir de marteau, de clous, et ils feront jamais de fusée, mais peut-être qu'ils ont des concepts philo ultra développés et tout. Donc c'est à nous d'aller à eux, trouver un langage commun. En fait, même si, là pour le coup, clairement, dans mon fantasme de ma vie à moi, ça sera jamais réalisé, mais ce serait quand même une découverte incroyable, tu vois. Une autre forme d'altérité, parce que j'ai énormément d'empathie pour... et c'est des moments genre en plongée, quand tu vois les dauphins, je veux dire, c'est comme un chien qui te regarde et qui te comprend, tu vois. De toute façon, quand tu es face à un mammifère supérieur, c'est vraiment... tu te sens un peu misérable aussi, toi, avec la rapidité à laquelle on a un peu tendance à écraser les autres espèces. Mais c'est pas suffisant, tu vois. Enfin,
c'est des formes d'intelligence, mais Puis elles ont aussi peut-être moins de contrôle sur leur environnement, et alors c'est pas forcément une bonne chose d'avoir un contrôle sur l'environnement, vu ce qu'on en fait, mais c'est aussi la seule façon, si on pousse les curseurs du temps très loin dans le futur, c'est la seule façon dont on va pouvoir s'occuper de la Terre, hein, voilà, sauver la biosphère, se répandre dans d'autres niches écologiques qu'on pourrait dire l'espace. C'est peut-être ça qu'on recherche. Mais au final, il y a un livre très intéressant sur le paradoxe de Fermi, je crois que ça s'appelle les 75 solutions du paradoxe de Fermi, je crois que c'est Stephen Webb qui a écrit le livre. Et donc, ouais, il va vraiment... c'est difficile d'avoir plus de solutions, quoi. À la fin, il conclut, bon, c'est pas un spoiler, hein, mais c'est juste que finalement, il se pose la question, ce qu'on recherche en levant le regard au ciel, c'est nous-mêmes, en fait. Finalement, c'est une espèce intelligente, technologique, capable de faire des choses dans l'espace, d'envoyer des signaux, potentiellement les signaux radio ou des signaux qu'on est nous-mêmes capable d'entendre. Donc, on recherche une sorte de copie de nous-mêmes, ce qui est très révélateur aussi d'un petit côté narcissiste de l'espèce humaine. Mais c'est aussi une limitation de notre propre capacité d'imaginer, parce que ça se trouve, la vie extraterrestre sera tellement différente qu'on sera même pas capable de la comprendre ou même de la reconnaître. Hein. J'étais tombé sur un article, je crois que c'est Sébastien Carassou que tu as interviewé qui m'avait partagé ça. Alors, on était vraiment à la fois dans la SF, mais il y avait une part de hard science dans son article, d'un mec qui imaginait une forme de vie capable de se développer à l'intérieur des étoiles à neutrons, dans les couches supérieures de l'étoile, avec des... En fait, tu as des... Bah, on sait pas, parce qu'on n'a jamais pu aller faire de prélèvements, mais selon les modèles, tu aurais quand même des agglomérats d'atomes, des noyaux complètement barrés, et d'imaginer une forme de... C'est pas de la chimie, une forme d'atomistique avec des structures géométriques assez folles qui puissent s'agencer, se répliquer extrêmement rapidement, mais qui pourraient jamais sortir de cette étoile, donc qui seraient complètement ignorantes de l'existence de l'univers. Et enfin, une espèce de jeu de Rubik's Cube comme ça. Et je trouvais ça assez marrant de se dire, ouais, en fait, là, est-ce que ça, c'est de la vie ? Parce que si ça se trouve, ça a une forme de conscience, tu vois, comme j'en sais rien, mais comme pourrait peut-être l'avoir un super ordinateur, où tu arrives à même degré par le hasard d'organisation de la matière. Oui, c'est vrai que ça aussi, on parle du mystère de l'univers, la conscience, ça fait partie des sujets, enfin, probablement une des plus grosses thématiques mystérieuses, quoi, qu'on est encore en train d'émettre des hypothèses. Je crois que c'est Neil deGrasse Tyson qui fait une remarque intéressante. Il dit, si tu veux savoir l'état de la connaissance humaine sur un sujet, va dans une librairie et regarde le nombre de livres qui est écrit sur un sujet. Par exemple, si tu vas dans une librairie et tu cherches sur le sujet de la gravité, tu auras 2 livres. La gravité, on a compris. Il n'y a pas besoin de faire 36 livres sur la gravité expliquant toutes les différentes hypothèses, puisque bon. Alors que la conscience, tu as illusionnisme, physicalisme, panpsychisme, panpsychisme, différentes hypothèses, la conscience n'existe pas, la conscience existe partout. Nous sommes dans un rêve géant, ça c'est l'idéalisme, je crois, en philosophie. Bref, voilà. Et donc, ça veut vraiment dire qu'on n'a pas encore toutes les réponses sur la conscience, le hard problem et le binding problem. De choses qui semblent vraiment échapper à la méthode scientifique. En plus, ce qui est difficile, c'est la subjectivité, quoi. C'est au cœur du sujet. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, si tu veux savoir quelque chose sur la conscience, tu es obligé de demander à quelqu'un est-ce que ça, c'est, par exemple, je sais pas, l'expérience de la douleur, tu es obligé de dire sur une échelle de 0 à 10, est-ce que ça fait mal, quoi. Et tu vois, c'est difficile empiriquement d'avoir des réponses aussi précises que mesurer le poids d'un objet ou la masse d'un atome. Bah, tu pourrais, si tu avais les moyens micro, tu pourrais mesurer le nombre de neurotransmetteurs qui sont transférés et je sais pas, le nombre de particules, de molécules qui transmettent l'information de la douleur qui arrive au cerveau, le nombre de récepteurs qui sont capables de les attraper. Je sais, tu pourrais faire plein de trucs comme ça, mais on n'a peut-être pas les moyens en fait. Pour avoir une espèce de vision objective de la quantité de douleur. Il y a le easy problem, donc le problème facile de la conscience, c'est généralement savoir qu'est-ce qui produit tel effet. Par exemple, la vision, on sait que c'est la lumière qui rentre dans la rétine, c'est converti en truc électrique. Le cerveau fait un petit peu de calcul et on a une image qui apparaît dans le cerveau. Par contre, le problème difficile de la conscience de David Chalmers, c'est vraiment comment naissent
des expériences subjectives de la couleur le rouge, par exemple. Alors que on pourrait être des zombies philosophiques, comme on dit, hein. On pourrait juste avoir aucune subjectivité. Et ça, c'est vraiment le truc qui nous... Bon, bref, en tout cas, c'est aussi un sujet... une fois que tu rentres dedans, tu t'en sors plus. La douleur, Mais, c'est assez intéressant parce que je trouve que ça te ramène à... Ça t'ancre une forme de conscience hyper précise en dessinant et en t'obligeant à penser à quelque chose. Souvent, en fait, quand on pense, moi, j'ai très peu de moments dans la journée où j'ai vraiment conscience de mon corps, tu vois. D'ailleurs, je tombais sur une très belle définition de quelqu'un qui disait qu'en fait, la santé, c'est le silence du corps. C'est juste quand tu l'entends pas. Et on est, nous, à des âges où, je sais pas, t'attrapes une tasse, t'as pas vraiment conscience que ton bras se lance quand tu commences à être âgé, à avoir, je sais pas, de l'arthrite. Tout ça devient un peu plus compliqué et chaque mouvement, enfin, je parle des moments où tu te concentres pas sur ces mouvements et juste tu vis et tu papillonnes dans ta tête. Et t'as des moments comme ça où en fait tu n'as plus rien d'autre que cette information, parce qu'en fait ce n'est simplement qu'une information. Enfin, si on te coupe un bras, l'information elle est intéressante, mais tu vois par exemple, moi, j'ai pas mal de problèmes de dos et j'ai une névralgie. Une névralgie c'est un truc très con, c'est juste un nerf qui est sursollicité. Mais comme c'est au niveau de la colonne, en fait ce nerf il est relié à d'autres trucs et du coup t'as mal à des endroits de ton corps qui n'ont absolument aucun problème. Et c'est comme si t'avais une partie de ton corps qui disait à ton cerveau tu ne pourras plus penser qu'à ça pendant les heures qui viennent parce que en fait t'as pas moyen de tuer la douleur et du coup elle se met à prendre la place de ta pensée et à t'obliger à avoir une forme de vision hyper précise de parties de ton corps que tu ignorais mais depuis des décennies en fait et que tu te mets à ignorer à partir du moment où tu arrives à soit avoir les antalgiques suffisamment puissants soit enfin et après c'est bon tu l'as réoublié tout va bien pendant des mois et elle n'existe pas vraiment, quoi. Et c'est qu'une information. Là, pour le coup, on est vraiment sur de l'information qui te dit il y a un problème. En plus, le problème n'est même pas là où tu as mal. C'est quand même assez étrange, quoi. Oui, le sujet de la douleur, c'est d'ailleurs intéressant que tu mentionnes ça, parce que j'ai sorti récemment une vidéo sur un philosophe qui s'appelle David Pearce, que j'ai interviewé, et qu'il est transhumaniste, et il pense que voilà, la souffrance, c'est vraiment le plus gros problème moral. Voilà, c'est vraiment ce qui ancre. C'est un axiome, quoi. Hein. C'est-à-dire, à partir du moment où tu t'intéresses à la moralité, à l'éthique, la souffrance, c'est primordial. Hein. Donc, minimiser la souffrance, c'est un impératif, du coup. Et il pense qu'il faudrait éliminer la douleur et la souffrance chez l'humain et chez les autres espèces animales, en notamment modifiant le source code, c'est-à-dire les gènes, pour que le... Mais du coup, la douleur seulement au sens physique, là. Même psychologique, c'est-à-dire rendre les gens... recalibrer leur gamme hédonique, c'est-à-dire avoir des tempéraments plus joyeux que d'être dépressif, par exemple. Parce que la dépression, c'est aussi... En gros, s'il y avait moyen, lui, il aimerait bien qu'on soit tous perchés sous MD, pour le faire vite, s'il n'y avait pas de descente et qu'on pouvait rester perché. Bon, on peut utiliser une métaphore, oui, effectivement, comme ça, mais il veut quand même garder la modulation, c'est-à-dire, tu sais, on a des hauts et des bas dans la vie. Ouais, il faut du contraste. Voilà. Mais les hauts et les bas, ils n'ont pas à être... extrême déjà parce qu'il y a des gens leurs bas c'est vraiment ils sont suicidaires et leurs hauts ils sont à peine joyeux, il y a pas grand chose qui va les rendre heureux malheureusement et c'est triste, c'est un hasard génétique et c'est des conditions voilà qui sont aussi tu vois la souffrance psychologique on dit souvent ouais bon mais c'est aussi c'est aussi détrimental, c'est aussi ravageur pour la qualité de vie que la souffrance comme tu dis une souffrance chronique dans le dos. Voilà, vu qu'il fait partie de cette école de pensée transhumaniste, il pense que les technologies sont là pour nous aider à aussi... on a des vaccins, par exemple, qui nous empêchent d'être malades contre certains virus et bactéries. On pourrait aussi utiliser d'autres outils pour modifier certains aspects de la biologie humaine pour qu'on ait des qualités de vie plus bénéfiques, quoi. Et après, bon, voilà, c'est partie de l'évolution. Sujet aussi intéressant. On a déjà commencé à partir dans plein de tangentes. T'as lu Hyperion ? J'ai commencé à lire Hyperion et j'avais pas... Je pense que j'ai dû abandonner la lecture à un moment donné, mais c'est vrai que je l'ai pas repris. Non, ça me faisait penser à ça sur la douleur. En fait, il y a un passage, mais je crois que c'est dans le cycle 2, c'est dans Endymion, où tu as une vingtaine de pages qui sont incroyablement bien écrites sur l'impossibilité de... En fait, comment l'univers se rétrécit quand tu souffres. Et en fait, il écrit tellement bien que ça me faisait penser à ça, mais bref. C'est vrai que c'est une bonne description, ça aussi.
ça focus. Il y a aussi pour partir sur un temps, la méditation qui est intéressante à ce point-là, parce que la méditation, c'est aussi quelque chose qui permet à l'esprit de se focaliser comme un laser, quoi, sur quelque chose. Tu peux utiliser la méditation pour focaliser sur un point de ton corps qui souffre. Par exemple, généralement, quand tu fais une méditation assez longue, tu vas, tu restes dans une position immobile, généralement la position du lotus. Ce qui est intéressant avec le corps humain, c'est que tu peux commencer dans une position la plus confortable possible. Après 1 heure, ce sera irrésistible de bouger, quoi. Tu vois, tu commences, et c'est intéressant. Donc, quand tu commences à avoir mal au dos, mal aux jambes, ce genre de choses, tu peux focaliser ton esprit sur la douleur et elle disparaît. Il y a un effet assez intéressant, c'est quand tu la regardes vraiment et que tu comprends qu'en fait, c'est peut-être intuitivement que c'est juste traitement de l'information, et tu peux agir comme ça. Et c'est pour ça que il y a des célèbres images comme ça de moines bouddhistes qui s'immolent et qui ne bronchent pas. Ça paraît être surhumain, quoi. Et ça l'est surhumain pour tout le monde. Mais si tu entraînes ton esprit suffisamment longtemps, tu peux vraiment résister à des souffrances atroces, jusqu'à la mort, hein, pour le coup. Tu as parlé un petit peu aussi de la fin de l'univers dans une de tes vidéos qui a très bien marché. Quelles sont donc aujourd'hui les idées qu'on a sur la fin de l'univers? Déjà, est-ce qu'il va finir l'univers dans lequel on se trouve? Si oui, est-ce qu'on a des hypothèses intéressantes? On est sûr de rien, on n'est jamais vraiment sûr de rien. En fait, aujourd'hui, ce que les données recueillies tendent à montrer, c'est qu'on va plutôt vers ce qu'on appelle le Big Freeze. C'est une expansion continue et entre guillemets éternelle de l'espace et du temps. T'as les 2 autres scénarios qui étaient envisagés, donc l'univers statique, donc l'univers peut être soit infini, soit pas infini, hein, mais il n'y a pas de mouvement particulier de l'espace. Et t'as le scénario du Big Crunch, où en fait il est, pour le dire vite, trop massif, et il finit par en fait se recroqueviller sur lui-même, par comme imploser, et après est-ce qu'il rebondit, ou est-ce que en fait on ne sait pas. Après, à chaque fois, hein, tu peux avoir plein de scénarios possibles à partir de sa trajectoire d'avenir. Et sur le Big Freeze, en fait, la question, c'est à partir jusqu'à quand est-ce qu'il s'étend? Est-ce qu'il s'étend toujours plus vite? Ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Tu as aussi le scénario du Big Rip, pardon, que j'ai oublié, où en fait, c'est carrément l'espace-temps qui se déchire parce que... pour le dire vite, en fait, son expansion est tellement rapide que ça finit carrément par déchirer la substantifique moelle sur quoi toutes les choses s'appuient, quoi. Je trouve ça assez génial. Pareil, là, on est en fait dans une espèce de... je sais pas, visuellement, c'est assez intéressant, quoi. Et en fait, personne sera là pour le voir. Je crois que le Big Rip, mais le Big Rip, on est vraiment plus dedans, mais... Si on observait une accélération exponentielle, ça pourrait arriver relativement vite, à l'échelle des temps cosmiques. Et le Big Freeze, il a des conséquences assez étonnantes, mais qui rejoignent peut-être un peu les scénarios des multivers aussi. Moi, j'ai choisi de finir ma vidéo là-dessus, parce que tu as plein de théories qui sont toutes plus invérifiables les unes que les autres, sur qu'est-ce que ça finit par donner, le Big Freeze. Donc, tu as les trucs qui sont plus ou moins, entre guillemets, encore une fois, avec beaucoup de précautions bien connues, la formation la mort des étoiles, mais c'est-à-dire leur refroidissement jusqu'à ce qu'elles soient plus que des blocs de fer, de matière qui tutoient et finissent par toucher le zéro absolu, l'évaporation des trous noirs, donc des phénomènes complètement exotiques. Mais après, tu peux encore continuer, et je crois que c'était à 10 puissance 56 années, d'un chercheur qui dit qu'en fait l'espace se dilate tellement vite que tu peux avoir en fait des conditions qui permettent l'émergence de nouvelles lois fondamentales de la nature, et donc l'apparition de nouveaux univers à partir de ce rien, de ce vide extrêmement dilué. Donc là, on parle de volumes qui sont juste monstrueux, et voilà, dans un univers qui peut ou ne pas être infini. Voilà, on est vraiment dans de la pure... je veux dire, on est dans la... En fait, on est dans de la science-fiction pour moi. Au sens, c'est les plus beaux blockbusters qui puisse y avoir. T'as pas d'image. En même temps, l'histoire est géniale, mais elle nous concerne quand même, tu vois. Avengers, on sait que non. Mais ça, oui. Peut-être un jour. C'est vrai. Et puis, il y a la question de la vitesse de l'expansion. Je trouve qu'il y a presque
quelque chose de triste dans l'idée qu'il y a des galaxies qui s'éloignent plus vite que de nous, qu'on ne pourra jamais les atteindre. Même si on se déplaçait à la vitesse la plus rapide qu'on puisse imaginer, à 99,9% de la vitesse de la lumière, elle s'éloigne plus vite, parce que l'espace n'est pas régi par cette vitesse. Et donc, tu te dis, oh, en fait, même dans le meilleur des scénarios possibles, où voilà, l'humanité devient une civilisation intergalactique, il y aura des limites. Mais ça m'a trop fait ça la première fois que je me suis rendu compte de l'immensité des distances. Il y a une phrase que j'aime bien, enfin une phrase, je sais plus, c'est une petite fille qui demande à son papa, elle lui dit est-ce qu'il y a des extraterrestres, papa? Et il lui dit oui, il y en a, mais ils sont seuls aussi. Et enfin non, il lui dit pas comme ça, mais en gros, enfin on est tous tout seuls dans notre coin. Et au final, ça devient aussi presque une question philosophique. Est-ce que des êtres qui se trouvent au-delà de notre cône de lumière, ils existent? Parce que si ils n'ont aucun moyen d'interagir avec nous, c'est des êtres presque hypothétiques, potentiels, quoi. C'est des êtres. Tu vois, c'est quoi le vide du Bouvier? Non, ça me dit rien. Quand tu regardes l'univers observable aux très très grandes échelles et que tu regardes la position des galaxies, donc tu as des amas locaux, des amas beaucoup plus larges, et où en fait elles vont se regrouper en ensemble de centaines, milliers, des fois dizaines de milliers de galaxies. Et ces amas sont reliés par des filaments au sein desquels tu vas trouver un peu plus de matière aussi, un peu plus de galaxies. Donc nous, dans notre amas local, il y a une cinquantaine de galaxies. Il y a nous, Andromède, et beaucoup de satellites nets, enfin le triangle aussi. Et si on prend, voilà, si on monte comme ça aux échelles, et on se rend compte qu'il y a des zones dans l'univers qui sont terriblement vides. Mais alors, il faudrait que je vérifie, je crois que c'est quelque chose que... Oui. Et le vide du Bouvier, c'est un des plus grands vides qu'on ait trouvé. Il fait 250 millions d'années-lumière de large. Et au milieu, quelque part par là, tu as 3 galaxies elliptiques et 2 spiralées qui sont des galaxies aussi massives que la nôtre. Mais imaginez une espèce développée qui est apparue dans cette galaxie. Donc déjà, ces galaxies-là sont tellement énormes qu'en soi, c'est des petits univers. Si la vie existe, enfin, elles ont suffisamment à faire et à explorer. Mais que à degré de développement équivalent à notre civilisation, elles auraient été capables de découvrir l'existence d'autres galaxies qu'à partir des années 80, tellement elles sont au milieu d'un rien. Et tu vois, comment tu te représentes? C'est-à-dire que là, tu sais effectivement que tu ne pourras jamais aller plus loin que ton voisin galactique, et c'est fini. Basta. Peut-être qu'elles ont un VLC et qu'elles ont des Hubble hyper puissants, mais elles sont à 250 millions d'années-lumière du reste, tu vois. C'est incroyable. Et par le hasard des choses, en fait. Mais du coup, tu dois peut-être te sentir exceptionnel, tu vois. Pourquoi est-ce que nous, on est paumés au milieu de rien? Je sais pas, admettons qu'elles finissent par se rendre compte que tu as de la vie un peu partout. Pourquoi est-ce que nous, on a fini au milieu de cette bulle d'absence? C'est pas dit que ce soit une mauvaise chose si on est dans un... Alors là, c'est de la science-fiction, évidemment, mais si on est dans un univers où la plupart des espèces qui deviennent intergalactiques sont hostiles et qu'elles recherchent d'autres. Tu vois, un petit peu la théorie de la... Je crois que c'est la forêt sombre, ça s'appelle. Il y a un livre assez connu, la théorie des 3 corps. Il fait 165 millions d'années-lumière de rayon. Donc ouais, 300 millions d'années-lumière de diamètre, quoi. Incroyable. Ouais, du coup... c'est peut-être si on est dans un univers de super prédateurs machin, le fait qu'ils soient autant isolés, c'est peut-être une bonne chose. Ouais, c'est clair que c'est super, ces vides là de Bouvier, ça, ils font vraiment se posent des questions, quoi. Donc on sait pourquoi il y a ce genre de vide. Est-ce que c'est juste le fait que la matière à cause des effets gravitationnels se répand à certains endroits et pas à d'autres, et donc il y a des vides comme ça qui se créent naturellement? Après, t'en as un peu partout. T'as des zones de plein et des zones de creux. Bon, au bout d'un moment, par le hasard des grumeaux, on va dire, ça finit par donner des zones qui sont plus vides que d'autres. Il y a aussi une question, pour revenir à le mystère de l'univers, aussi par rapport aux lois. C'est justement les lois de la physique qu'on connaît, donc les constantes, par exemple. Est-ce qu'elles sont apparues au moment de l'univers, c'est-à-dire au moment de la création de l'univers ou de l'origine, ou peu importe ce que ça veut dire, ou alors elles étaient déjà là avant, elles l'ont juste permis à l'univers de se manifester? Ça, c'est une question métaphysique qui je pense qu'on ne pourra jamais savoir, mais tu vois, c'est un peu l'œuf ou la poule, quoi. Est-ce que les lois sont apparues avant ou après? Les deux réponses me semblent complètement insensées, quoi. Ou est-ce qu'elles sont pas là de toute éternité, ou est-ce que elles n'ont pas été modifiées, très légèrement modifiées? Moi, j'aime bien... elle ne vaut pas plus que les autres, mais j'aime bien, je sais pas pourquoi, la théorie
du big crunch avec rebond. Tu sais, c'est facile de se représenter, ça implose, ça réexplose, et à chaque fois, tu peux avoir une petite variation, un peanuts chouïa de modification sur une des lois, et tu t'en fous que ça prenne une quasi-éternité avant d'imploser de nouveau, puisque si tu accélères le mouvement, en fait, c'est comme un espèce de cœur qui bat et qui produit des trucs différents à chaque fois. Donc t'as pas besoin d'avoir une quantité infinie d'univers, t'en as qu'un, qui évolue. Enfin, même pas, il n'y a pas de processus d'évolution ou de sélection, il change. Alors ouais, du coup, on a vu à quel point l'univers peut être grand, peut être large et peut être s'étendre dans le temps. Donc voilà, on parle de la fin de l'univers, Big Freeze, Big Rip, Big Bounce. C'est des choses qui se produiront sur des trillions et des trillions d'années. Quintillon, 10 puissance 500. Enfin, c'est des nombres qu'on peut pas vraiment comprendre. Mais du coup, la place de l'être humain dans tout ça, on a l'air vraiment complètement insignifiant. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est quand même l'être humain et la vie en général? Alors il y a plusieurs façons de voir les choses. À quel point elle est précieuse cette chose qui existe là sur Terre? Ça revient un peu au paradoxe de Fermi du coup, mais il y a aussi une façon peut-être philosophique de voir les choses, quoi. Si on est rare, on est précieux. Je pense que même si on n'en est pas, parce que la question c'est aussi de savoir est-ce que la vie elle est diverse, est-ce qu'il y a une diversité de façons d'être une forme de vie. C'est-à-dire qu'avec les mêmes Lego, est-ce qu'on peut créer beaucoup de choses? Est-ce que l'ADN par exemple c'est la seule façon de faire de la vie complexe, ou alors non? Et dans ce cas-là, il pourrait y avoir vraiment une diversité incroyable. Et donc, s'il y a une incroyable diversité, on resterait assez précieux, puisque c'est un peu comme, je sais pas moi, malgré le fait qu'il y ait énormément de vie sur Terre, rien que ça, toutes les espèces sont uniques en elles-mêmes. Elles ont quelque chose qui les rend distinctes. Après, il y a aussi la conscience, quoi. Cette forme de subjectivité dont on a parlé un petit peu, est-ce que c'est rare ou pas? Parce qu'il pourrait y avoir peut-être plein d'animaux en tout genre, mais des formes de conscience, comme on disait, capables d'abstraction, de subjectivité. J'ai pas de point de vue tranché. Par contre, je trouve ça hyper poétique d'avoir découvert cette histoire et d'en faire partie, d'avoir compris les processus de montée en complexité de la matière, la nucléosynthèse des étoiles. Tous les process sur Terre, on n'a jamais vraiment encore percé le secret de l'origine de la vie, mais comme tu disais, que ça finisse par faire un espèce de brin de Lego là, qui peut structurer et permettre l'apparition d'organismes dont certains vont être capables de prendre conscience de l'existence de l'univers. Enfin, j'ai l'impression que c'est un bout de l'univers qui se regarde lui-même, quoi. T'as une partie de la matière de l'univers qui est... Pour moi, il y a une forme... de nécessité, j'allais dire, dans les lois de la nature pour qu'on... De toute façon, de fait, puisqu'on est là, il a fallu que ces lois autorisent notre apparition, mais c'est assez déstabilisant, en fait, de le penser comme ça. Ça me permet de me sentir relié à... je dirais, presque à l'ensemble du monde, tu vois. Ouais, carrément. Non, mais ça, c'est une belle phrase. On est là, ce qui permet à l'univers de s'expérimenter lui-même. C'est la chose qui me semble être vraiment le plus proche d'une expérience religieuse que moi, en tant que cathé, je peux avoir, quoi. Parce que effectivement, même s'il y a plein d'extraterrestres, machin, bon, ça reste d'autres expériences. Et puis c'est intéressant aussi qu'il y ait une diversité d'expériences. Que l'univers s'observe lui-même de façon différente, à travers les yeux d'une mouche, d'un chien, d'un dauphin, d'un humain, d'un zorg sur la planète Orion. Voilà, il y a plein de façons de voir les choses. Et après, on peut aussi se poser la question, il y a certains, on va dire, chercheurs, j'ai entendu certains, notamment biologistes, qui se demandent si l'évolution, elle est contingente ou elle est, finalement, il y a une sorte de téléologie, télios, il y a une sorte de presque but, presque dans le design, quoi. Je me méfie toujours de ça parce que finalement une des leçons de l'histoire des sciences, c'est qu'on se prend des claques d'arrogance. Enfin, tu vois, l'arrogance de l'humanité se prend des claques. Parce que c'est les blessures narcissiques un peu. C'est-à-dire on pensait qu'on était les seuls, le centre de l'univers. En fait, on réalise toujours qu'on est plus petit que ce qu'on imaginait, et jusqu'au multivers, d'ailleurs, je pense qu'on pourra faire un petit détour là-dessus, mais et ça, c'est la chose qui me
que j'essaie toujours de me dire quand une théorie me paraît absurde, parce elle nous réduit à rien du tout, je me dis, c'est finalement, nos intuitions, elles n'ont jamais été très bonnes, et c'est pour ça qu'on utilise les outils de la science pour aller au-delà de ça, parce que sinon on serait toujours à croire qu'on est sur une terre plate. Enfin, il y en a toujours qui croient ça. Et du coup, ouais, on a parlé du multivers, vite fait. Je pense que ça peut être intéressant de discuter quelques minutes, parce qu'il y a plusieurs multivers, si je me trompe pas, parce qu'on a tendance à utiliser le mot multivers pour parler de plein de choses, et surtout en ce moment ça devient la mode, parce qu'il y a les multivers au cinéma, avec les Marvel et les Batman et tout ça. Donc quels sont les différents types de multivers à travers la cosmologie, mais aussi la physique quantique? Il y a 4 niveaux, en gros. Tu as le premier niveau dont les possibilités d'existence découleraient du fait que le nôtre soit infini. Donc en fait, c'est que au-delà de l'horizon cosmologique, de ce qu'on peut voir, de ce volume dont la lumière a eu le temps de nous parvenir, tu as d'autres volumes d'espace et de temps qui sont aussi grands que le nôtre, dans lequel la matière, en fait, est la même nature que la nôtre, les lois physiques sont pareilles que la nôtre, mais par contre, les choses ont pu se dérouler un peu différemment depuis l'apparition, en fait, l'univers au sens englobant la totalité des multivers. Et donc, dans ces espaces-là, si l'univers est infini, tu peux te retrouver à avoir toutes les configurations possibles et inimaginables de notre univers, enfin au sens observable, de notre univers observable, mais dans la limite quand même de ce que permet les lois de la nature, donc les forces fondamentales, le type de matière qu'on trouve dans notre monde, quoi. Après, tu as ce qui est le multivers de niveau 2, qui dit que pendant les premiers instants de l'univers, vraiment au sens large, c'est compliqué de jongler entre les deux, mais en gros, tu aurais, après le Big Bang, tu as les conditions pour permettre l'émergence de nouvelles lois fondamentales qui régissent le comportement de la matière. Ça rejoint un peu ce que je disais sur la fin du scénario du Big Freeze. On est un peu dans des réflexions un peu équivalentes, où les taux d'expansion sont tels, les quantités d'énergie impliquées, que tu pourrais avoir des pichenouilles de modifications, et du coup avoir une quantité comme notre univers est en expansion, et que cette expansion semble être sans fin, et s'il est infini, tu te retrouves à avoir plein d'univers qui sont plus ou moins... Enfin, c'est pas parallèle, tu peux pas passer de l'un à l'autre, parce que, voilà, encore une fois, tu es limité par ta vitesse de déplacement, mais ces univers-là peuvent très bien avoir des conditions physiques différentes d'une autre, on peut décorréler. Après, tu as le multivers de niveau 3, lui aussi, il est bien mindfuck. Ça, c'est plus une conséquence de la théorie en physique quantique, qui dit que, en gros, les choses peuvent à la fois être des ondes et des particules, que tu sais jamais vraiment où elles sont avant de l'avoir observé. Toute cette statistique, probabilité quantique, j'ai un peu du mal à l'expliquer. C'est-à-dire, en fait, c'est comme un univers qui est parallèle, mais littéralement parallèle. Il est dans le même plan que le nôtre, mais il y a c'est-à-dire que tous les scénarios possibles s'y déroulent. Et c'est même pas à chaque décision, c'est-à-dire à chaque jonction entre deux événements possibles, mais faut pas le voir à l'échelle macro, c'est qu'un atome a pu prendre la direction gauche ou droite, un photon a pu rebondir sur un électron par ici ou par là, la direction d'un spin. Du coup, les nombres mis en jeu sont monstrueux. Et donc, tous ces possibles existent, mais au sein de notre seul univers. Du coup, étrangement, même si ça fait des possibilités incroyables, ce multivers-là, au sein de notre univers, n'est pas infini, puisqu'il est limité par la taille de notre univers observable. Et si notre univers est fini en volume, il contient un nombre fini, aussi monstrueux soit-il, de scénarios, de possibilités. Oui. Et le dernier, alors là on est vraiment dans de la philo, mais je trouve qu'il est assez cool aussi, c'est donc le niveau 4, c'est le niveau 4, il contient tous les multivers dont on a parlé avant. Lui c'est vraiment le big boss. Il provient
une des réflexions, un des questionnements qui traverse beaucoup les sciences fondamentales, c'est pourquoi est-ce que les mathématiques sont aussi efficaces à décrire les choses? Et est-ce que le langage de la nature est écrit en mathématiques? Est-ce que la nature parle les mathématiques? Est-ce que les lois naturelles sont intrinsèquement mathématiques? Ou c'est juste un langage qui est bien pratique pour décrire ce qu'on observe, mais qui a en fait aucune réalité profonde? Et dans ce scénario de multivers-là, si la nature parle effectivement en mathématiques et que l'univers est infini et qu'il y a eu une infinité de Big Bang, en fait, tu peux avoir non pas des modifications au sens de la masse de l'électron, la valeur de la gravité, mais tu peux avoir en fait tous les possibles autorisés par les mathématiques existent. Du coup, tu as littéralement toutes les possibilités dans le cadre de ce que les mathématiques sont capables de produire. Ouais, le multivers, enfin les multivers, c'est vraiment le truc qui me... Déjà quand on invoque de l'infini, quelque part, ça donne des choses complètement folles. Tu sais, le fameuse expérience de pensée avec des singes qui écrivent sur une machine à écrire, qui tapent de manière aléatoire sur une machine à écrire, mais pendant un nombre d'années infinies, on va dire, et ben elles vont finir par écrire tout ce qui a déjà été écrit par l'être humain dans l'histoire de notre espèce, de l'écriture, quoi, y compris Shakespeare, y compris le Principia Mathematica là, de Newton et tout. Alors que c'est des singes qui tapent aléatoirement, mais c'est juste la nature de l'infini. Oh, c'est juste trop difficile. Et je pense, toi, c'est la bibliothèque de Babel, quoi. Ouais. Et donc, et ça, ces trucs de multivers, c'est notamment utile pour tenter d'expliquer pourquoi notre univers semble être extrêmement bien fine-tuned, comme on dit en français, bidouillé, quoi, paramétré, ouais, réglé par comme ça, quoi, par chance, on va dire. Alors évidemment, il y a les personnes qui penchent vers plutôt le théisme en disant bah oui, c'est logique que l'univers soit réglé pour que la vie intelligente et nous-mêmes, forcément c'est anthropogénique de se dire anthropocentrique, pardon, que l'univers a été fait pour nous. Mais effectivement, si on a des multivers partout, au final, c'est juste une cause d'un grand nombre d'univers. On ne devrait pas être étonné d'être dans celui qui contient la vie, puisqu'on est des formes de vie. C'est un peu comme, je crois qu'il y a une métaphore, c'est des poissons qui sont dans une flaque qui se demandent tiens, c'est étrange que toutes les conditions sont réunies pour qu'on soit dans cette flaque. Non, c'est pas tellement étrange, quoi. C'est juste... On a un petit peu aussi mentionné la théorie d'Everett des mondes multiples. Donc ça nous renvoie à cette expérience, ta dernière vidéo en date, donc là on est début mai, tu as fait une vidéo sur l'expérience de la double fente de Jung. Donc quelle est la particularité de cette expérience qui fait bien mal à la tête aussi? Et je te mets dans une position difficile de devoir l'expliquer sans visuel. Les particules, bon, le double fente, souvent on l'explique avec des électrons, mais ça peut être produit avec des photons, ça peut être produit avec des protons, des neutrons, enfin peu importe les particules à l'échelle nanométrique, mais pas que, parce qu'en fait, on arrive justement, alors j'y reviendrai peut-être après, bon, ça prouve que les particules à l'échelle nanométrique se comportent à la fois comme des particules et à la fois comme des ondes. Qu'on les observe ou pas, oui, qu'elles sont jamais vraiment positionnées à un endroit très précis dans les espaces, elles ont des probabilités statistiques. C'est même pas d'y être en fait, parce qu'en fait, elles sont quelque part quand on les observe, et quand on les observe pas, elles sont partout à la fois avec des régions dans lesquelles elles ont, c'est pas moins de chance, dans lesquelles elles sont moins. Comme si c'était une onde d'énergie qui était à certains endroits plus élevés et d'autres moins, mais la particule est littéralement tout cet espace-là. Et c'est pas, on ne sait pas où elle est jusqu'à ce qu'on observe et là on le découvre. Et donc il faut vraiment là regarder les schémas, ces deux fentes par lesquelles elles passent ou elles peuvent ne pas passer, qu'on ouvre ou qu'on ferme, qu'on observe ou qu'on n'observe pas. Après il y a plein de variantes qui sont un peu plus compliquées. Et là où c'est assez intéressant aussi, c'est qu'au début, donc quand on faisait cette expérience, on n'avait pas les moyens de jouer avec des objets plus gros, mais on a réussi en fait à reproduire les résultats de cette expérience avec des atomes qui contiennent des molécules qui contiennent plus de 2000 atomes. Donc c'est quand même des trucs qui sont à la limite du monde macroscopique, je dirais. Et dans des conditions extrêmement bien contrôlées, on est proche du zéro absolu.
il y a absolument aucune interférence autour de ça. La particule est toute seule la molécule est vraiment toute seule dans l'expérience. Il n'y a pas d'onde qui se promène autour. Tu parlais tout à l'heure de ce qui est intuitif. Là, on est vraiment dans un monde qui est absolument pas intuitif, quoi. Oui, c'est vrai. En fait, c'est vraiment étrange de se retrouver dans un univers si hostile à la compréhension humaine, finalement. Et c'est encore une fois une blessure narcissique d'une certaine façon, se dire ok, bon, est-ce qu'on est capable de comprendre l'univers? Alors les mathématiques c'est des outils utiles, et ce qui est super intéressant c'est de voir que la physique quantique, on a beau dire waouh, on est complètement perdu, mais non, on maîtrise, c'est peut-être la branche de la science qu'on maîtrise le plus. C'est extrêmement efficace. Alors parce que j'ai commencé à bosser d'autres vidéos qui sont pas encore sorties sur à quoi ressemble un atome. Vraiment, j'avais envie quand je suis tombé sur ces représentations des nuages électroniques qui sont comme des fleurs et tout, je trouvais ça assez cool et je voulais vraiment trouver c'est quoi le truc le plus juste ou le plus approximatif. Et j'ai beaucoup fouillé le bouquin sur la physique quantique et il y en a énormément que je comprends pas en fait. J'arrivais pas j'ai fini par trouver mon Graal là-dessus. Si vous avez l'occasion, les bouquins de Julien Baudroff sont vraiment super. Maintenant, il se consacre pleinement à la vulgarisation. Lui, c'était un chercheur en physique et il prend vraiment le temps simplement d'expliquer, parce que là on est obligé de passer par l'expérience. À un moment, il faut comprendre c'est quoi le dispositif qui permet de prouver ça, et c'est génial parce qu'en fait c'est des métiers où tu te rends compte que ils jouent au chat à la souris. En fait, c'est des ninjas pour essayer de trouver le bon dispositif, pour essayer de pas perturber la particule que tu veux observer ou la prendre à défaut, et ça marche pas en fait, ça marche jamais, ou si ça marche on découvre un nouveau truc. Finalement, pour résumer un petit peu de cette histoire de double fente, la conclusion, c'est que l'acte d'observer une expérience de physique quantique, donc cette double fente, change le comportement des particules. Et on se dit pourquoi, comme si, alors, et c'est là où ça oblige, ça change son comportement, et ça oblige aussi la particule à choisir, à se manifester quelque part dans tous les possibles où elle est en même temps. Et ça, c'est hyper étonnant. Parce que quand tu as une onde qui se propage et que la particule est partout à la fois, ça veut dire que en fait, ton électron peut être partout sur des dizaines de mètres si tu pousses l'expérience jusqu'à très très loin. D'ailleurs, c'est le cas, on s'est amusé à le faire en envoyant des trucs d'un satellite à l'autre. Enfin, le truc est vraiment sur toute cette surface-là. Et quand tu l'obliges à choisir, dire presque que ça viole... en fait, ça le viole pas, et là aussi, il faut rentrer dans la finesse des explications, mais on pourrait presque se dire que ça viole le fait qu'on puisse pas se déplacer plus vite que la lumière, puisque au moment où tu observes, il se manifeste quelque part. Et c'est pas qu'il passe du bout de l'onde et que c'est pas toute l'onde qui va se concentrer et s'effondrer pour se transformer en particule à cet endroit-là, puisque si c'était ça, le bout de l'onde qui est peut-être à des kilomètres de là aurait toute cette distance à parcourir en un temps infiniment petit pour se transformer en particule. Bref, c'est assez ardu. Je suis désolé pour ceux qui sont pas très... Ouais, non, mais c'est vrai que ta vidéo, elle est super à ce niveau-là. Elle explique bien le truc. Il y a aussi peut-être... Alors, moi, je me rappelle, quand j'avais découvert cette expérience de pensée, enfin, c'est pas une expérience de pensée, c'est une expérience physique, je veux dire. J'étais un adolescent, quoi. Et ça m'avait complètement chamboulé. Et quelques années plus tard, j'ai pris connaissance d'une autre expérience similaire à la double fente. D'ailleurs, c'est une sorte de sequel, hein, c'est une suite. Ça s'appelle Delayed Choice Quantum Eraser. En gros, ils ont essayé de voir donc la particule, quelle fente elle passe, mais au lieu de regarder avant la fente, ils ont tenté de regarder après, donc c'est-à-dire dans le futur, une fois qu'elle est passée. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de complètement fou, encore une fois, c'est que c'est comme si l'univers, enfin, ces particules-là, savaient qu'elles étaient mesurées. En gros, elles passent à travers elles sont comme des ondes, elles passent donc à travers les deux fentes en même temps, et une fois qu'elles sont passées, elles comprennent entre guillemets qu'elles sont observées, et elles vont changer. Il y a une sorte de rétrocausalité, quoi, finalement. Parce que après, ils découvrent les chercheurs que ils ont un acte d'observation et une décohérence qui s'est fait, alors que, enfin, bon, encore une fois, là, je peux pas expliquer vraiment correctement sans schéma, sans rien du tout. Et puis même les schémas, je veux dire, je les ai regardés, c'est des trucs. En termes de vulgarisation, pour le coup, la physique quantique, c'est un des domaines les plus ardus. Bon, c'est vrai que là, je commence à avoir mal à la tête, donc le ça vous vaincu. Le réel a eu le dernier mot. Et aussi, on a parlé donc un petit peu hein, de
de l'humanité dans l'espace, en tout cas notre place. Mais est-ce que toi, comment tu vois l'exploration spatiale de l'humanité, le futur de l'exploration spatiale, à travers notamment on va dire, entre guillemets, le nouvel âge d'or hein, de l'espace, avec il y a eu pas mal d'années un petit peu plates depuis l'émission Apollo jusqu'à aujourd'hui le secteur privé et les fusées réutilisables qui changent la donne. Comment tu vois l'évolution de ça? Est-ce que tu es plutôt positif là-dessus? Alors, dans un sens, je dirais que ça me fait plaisir qu'il y ait un engouement pour le spatial. Il y a des trucs qui me dérangent un peu et d'autres qui me plaisent beaucoup plus. Je trouve qu'il y a de l'argent qui est très mal placé, mais parce que moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'univers, aller voir ce qu'il y a sur Alpha du Centaure, découvrir d'autres exoplanètes et avoir... Si, il y a aussi un truc peut-être plus accessible de notre vivant, tu vois. Une image bien définie d'une exoplanète avec des systèmes de nuages, des trucs comme ça serait assez génial, quoi. Mais il y a un truc qui me dérange un peu, alors notamment le tourisme spatial et certains discours. Alors, je suis même pas sûr qu'il y croit vraiment, tu vois, que Musk peut avoir sur il faut avoir un plan B sur Mars et tout. En fait, il n'y a pas de planète B. Hein. Genre, aujourd'hui, Mars, c'est les pires conditions qu'on trouve après sur Terre. Je veux dire, même l'Antarctique, c'est plus accueillant. Enfin, moi, je préfère aller vivre dans une tente au milieu de l'Antarctique que sur Mars aujourd'hui. Donc, c'est de la com de façade, mais c'est aussi énormément de bullshit scientifique qui peut avoir beaucoup de répercussions parce que c'est des gens qui ont énormément d'influence. J'allais dire presque sur les comportements de masse, tu vois, de faire croire que il y a peut-être une solution alternative et qu'il faut aller là-bas pour sauver l'humanité. En fait, s'il faut se sauver, c'est ici, quoi. C'est pas sur Mars qu'on va aller se sauver en envoyant 4 clampins pour 500 milliards d'euros. Et c'est très bien d'y aller, mais en fait, aujourd'hui, ce serait vachement plus rentable de mettre simplement au point des robots pour d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire, pour y ramener un peu quelques pelletés de terre, tu vois. Après, j'adore la beauté du geste, tu vois. Moi, je trouverais ça très très cool qu'il y ait une expédition et je serais le premier à la suivre de bout en bout. Parce que des fois, c'est aussi bien de faire des trucs, entre guillemets, pour moi, aller sur Mars, c'est presque un geste scientifiquement désintéressé. Enfin, d'y emmener des humains. D'aller récolter du sable martien, étudier la planète, ça a énormément d'intérêt. Mais d'y emmener des humains, c'est extrêmement risqué et ça n'a pas d'autre intérêt, en fait, que simplement se dire on est capable de faire ça, tu vois. Donc, si on est capable de faire ça, on est peut-être capable de faire d'autres trucs. Mais, donc, ouais, il y a une part de moi qui est enjouée par ça et une autre qui me dit qu'il y a quand même d'autres trucs à faire avec tout ce fric-là. Je sais pas, faire jouer James Webb, super, faisons-en 2, 3. Certains qui pourraient faire la taille de terrain de foot. Et c'est des projets qui sont aussi... Ils sont peut-être plus compliqués à vendre au public, qui sont des trucs, mais en termes d'ingénierie, qui sont des challenges monstrueux, peut-être bien plus que d'aller sur Mars, et qu'auraient un intérêt tout autre, tu vois. Ou les missions sur les lunes de Jupiter. Allons chercher de la vie, mais le tourisme spatial, par contre, là, j'ai pas mal de problèmes avec ça, ne serait-ce parce qu'écologiquement, c'est une aberration. Et vraiment, je trouve qu'il y a un truc assez honteux à voir des gens péter de thunes, s'envoyer en l'air. Alors eux, ils disent que c'est pour reconnecter, mais en fait, je suis désolé, en plus, ils sont tous en concurrent, ils développent les mêmes objets. Il y a strictement aucune... Alors, de mon point de vue, hein, ça peut-être grasser les dents de certains, mais... les avancées technologiques sont minimes de développer ce type de lanceur, on sait faire. Donc que Virgin et en même temps Blue One et Blue Origin et en même temps SpaceX sachent le faire, je vois pas l'intérêt d'aller en orbite basse quelques heures pour regarder la planète. Je serais très content de monter dans un vaisseau comme ça, hein, c'est pas mais tu vois, je pense qu'il faut pas se poser la question sur moi, qu'est-ce que j'aurais envie de vivre si on me proposait le truc. Quand tu vois les gens qui ont réservé les billets pour les prochains vols de SpaceX, enfin, on est quand même dans une société qui enfin, ça en dit beaucoup sur je trouve que la conquête spatiale avant, c'était un projet qui ne pouvait être pensé que porté par l'ensemble d'une société et du coup l'argent en fait de l'ensemble des contribuables. Maintenant, tu as des privilégiés qui peuvent se payer un vol à 5-20 millions d'euros pour aller passer 4-5 heures. Là, le premier qui s'est envolé, là, le petit jeune, 20 ans, milliardaire, fils de milliardaire. Enfin, tu dis, mais je sais pas. Pour moi, c'est un horizon qui est assez détestable, en fait. Si c'est ça, parce que je crois pas du tout qu'on verra l'humanité dans l'espace. Et je crois pas, pour l'instant, en fait, la crise énergétique à venir, elle est tellement monstrueuse. Il n'y a pas de Graal énergétique, même la fusion, en fait. Il y a tellement de problèmes à résoudre que
pour demain, enfin pour nos générations et celles à venir, je crois pas au voyage entre les étoiles. C'est beaucoup trop tôt, tu vois. Oui, non, c'est sûr que déjà, bon, il y a le côté, tous les petits-enfants, en tout cas, une grande partie des enfants, hein, je dirais, sont quand même excités par l'espace. Dès qu'on est gosse, hein, on se dit, tiens, alors je sais pas si c'est quelque chose qui est créé par la culture ou si c'est une sorte de pulsion, quoi. C'est Mais pas bon, la il y a même chose que l'espace soit accessible à seulement des astronautes dont c'est le métier, qui ont été sélectionnés pour leurs compétences, et à des gens qui ont juste un compte en banque. On n'est pas du tout dans Bien sûr. le... Bah, en fait, j'ai l'impression que toutes les industries, en tout cas très chères à mettre en œuvre, ont commencé un peu comme ça. Je veux dire, les premiers aviateurs, c'était aussi des personnes très riches. Le premier à faire le tour du monde en avion, Linderberg, je crois. Enfin, les montgolfières, là, les trucs. Bon. Mais aujourd'hui, j'habite en Australie, je suis pas un milliardaire, je prends l'avion. Bon, là, j'ai pas pris l'avion, ça fait très longtemps, à cause de la pandémie, malheureusement. Mais en tout cas, bon, je suis pas non plus super excité par le tourisme en lui-même, quoi. L'idée de oh tiens, je vais passer un week-end dans l'espace, ça me déplaît aussi, comme tu dis, parce qu'il y a autre chose à faire, quoi. Et puis je pense que bon, c'est clair que il y a un petit effet magnifique de voir la Terre. C'est sûr que c'est un peu un rêve de beaucoup de gens, mais je dirais le projet de Mars, il me plaît déjà plus parce que il y a cette idée de faire un pas pour toute l'humanité, quoi. Hein. Après aujourd'hui, vu que le prix des fusées diminue, le lancement hein, à travers les fusées réutilisables, donc bon, si on peut faire 1000 fois moins cher, c'est bien. C'est sûr que l'impact écologique, il existe et ça va être difficile de les rendre propres, ces fusées, avant très longtemps, à moins qu'on puisse faire de l'hydrogène propre, peut-être. Mais en tout cas, bon. Par contre, je pense pas que Elon Musk, son message, il soit si... on va sauver l'humanité en allant sur Mars. Quoi. Ça me paraît être quand même pas aussi noir ou blanc. Parce qu'il fait aussi beaucoup de choses pour que la Terre soit... il a quand même un petit peu accéléré l'avènement des véhicules électriques. Ce qui est plutôt une bonne chose. Alors après, t'écoutes Elon Musk, vraiment son discours, il est plus dans le côté... On a une sorte de fenêtre d'opportunité. On ne sait pas à quel point elle sera longue. Si ça se trouve, dans 3000 ans, il y aura toujours la possibilité d'aller dans l'espace. Mais si ça se trouve, la longévité de la civilisation fait qu'on aura raté le coche, quoi. Et donc, c'est pour ça que plus vite, mieux c'est. Après, c'est sûr qu'on va pas envoyer 1 million de personnes sur Mars d'ici la fin du siècle. Hein. Ça, c'est complètement infaisable. Mais moi, je suis long-termiste. Donc, le long-termisme, c'est une position philosophique qui vient de l'altruisme efficace, qui dit en fait que un des impératifs moraux de notre époque, c'est le futur très loin, parce que il va y avoir énormément de générations dans le futur. Tu vois, 10 puissance 30 peut-être générations. Ça fait énormément de gens. Et c'est des gens, c'est pas parce qu'ils n'existent pas encore dans le temps qu'ils n'importent pas moralement, parce que tout comme quelqu'un qui vit dans un autre pays très loin, il importe quand même moralement, même s'il n'est pas directement en connexion. Quelqu'un qui habite très loin dans le temps, dans le futur, bah, il peut souffrir de mes actes, à travers notamment le réchauffement climatique. Mais et donc c'est pour ça, j'ai tendance à considérer que par exemple l'extinction de l'humanité, ce serait une tragédie. Et donc, pour nous, oui. Augmenter la probabilité. Pour nous, ce serait une tragédie. Pour l'univers, je sais pas. Je pense que l'univers, il est amoral, il s'en fout un peu. Mais ça revient presque à la question qu'on se posait, est-ce que la conscience et la vie est précieuse ou pas parce que bon, si c'est le seul endroit dans tout l'univers où il y a eu cette petite étincelle, cette petite flamme, et qu'elle s'éteint, qui sait si elle reviendra un jour. Le seul endroit, j'y crois pas, parce que les chiffres finissent par gagner. Même si le goulet est extrêmement prononcé sur l'apparition d'une vie intelligente, les chiffres sont tellement monstrueux. C'est vrai, ils sont grands. En fait, j'avais aussi tendance à penser ça, mais à un moment donné, je me suis posé la question, finalement, qu'est-ce qu'on en sait? Parce qu'on n'a pas de référentiel, on a juste je crois que c'est le n égale 1, quoi. Hein, la référence, c'est nous. On sait ce qui s'est passé sur Terre, on n'a qu'un exemple. Et donc, s'il s'avère qu'en fait, il faut une chance sur 10 puissance 500 pour que la vie apparaisse dans un univers, bah en fait, on serait les seuls. Si c'est moins,
ben, il y en aura plusieurs, quoi. Si c'est beaucoup, beaucoup moins, l'univers, il est rempli de vie. Ce qui serait bien. Mais on ne sait pas, en fait. Et je pense que ces paramètres de l'équation de Drake, déjà, je trouve qu'on est plutôt dans le positif avec les premiers paramètres de l'équation de Drake, puisqu'on a découvert que les exoplanètes sont pas rares, que la Goldilocks zone, la zone d'habitabilité, elle permet, enfin, il y a beaucoup d'étoiles qui possèdent des planètes qui sont dans la zone habitable. Et même, tu vois, au-delà de ça, c'est-à-dire que t'as pas forcément la zone habitable. Nous, on a cette espèce de paradigme. Là, il faut de l'eau liquide. Ok, mais tu peux très bien imaginer d'autres systèmes, comme on s'était dit. Mais aussi, tu peux te dire que la zone habitable, typiquement, les lunes de Jupiter, elles sont loin de la zone habitable, mais elles ont peut-être des phases d'eau liquide. Tu vois, franchement, les formes de vie qu'on a découvert autour des fumeurs noirs, la chimiosynthèse, c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire se dire que la vie, elle peut se développer dans des milieux où il fait 4 degrés, enfin, si, dans les suintements froids, il fait 4 degrés, c'est riche en méthane, sur une chimie qui n'a absolument pas besoin de la lumière. C'est-à-dire que demain, le soleil s'éteint, bah oui, ils sont encore là. Et tant que la chaleur de la Terre est suffisante pour qu'il y ait de l'eau liquide au fond des océans et qu'il y a un peu de fumée et de minéraux qui sortent, même si ta totalité, on est dans une snowball pendant des milliards d'années, ben ils sont toujours là, ils sont contre-quart le coquillard. Donc après, est-ce que ces formes de vie-là, parce qu'elles sont quand même complexes, pour apparaître, il a fallu passer par une forme de vie photosynthétique qui ensuite a développé la chimiosynthèse, ou est-ce que ça peut apparaître comme ça de façon random et que la probabilité d'apparition est assez élevée, mais rien que ça, et c'est un phénomène parmi peut-être beaucoup qu'on peut imaginer. Ce que j'aime bien, notamment sur ça, c'est un phénomène qu'on a découvert dans les années 70. Tu avais 2-3 biologistes qui avaient produit des papiers entre les années 50 et les années 70 en disant peut-être. Et je veux dire, ils se étaient fait railler par toute la communauté. Et un jour, on revient avec... puis là, c'était genre des images macro avec des... Ok, c'est des bestioles pour beaucoup. Non, parce que même pas, je veux dire, en fait, t'as toute la macrofaune qui se développe autour, elle vient d'espèces qui ont évolué et ont dépendu pendant très longtemps d'espèces photosynthétiques pour se nourrir, genre tous les crabes des profondeurs et tout, avant d'arriver là, il y a des milliards d'années d'évolution et ils ont fini par atterrir ici. Mais les bactéries, elles ont prospéré et on peut pas dire, en fait, si elles seraient pas apparues d'elles-mêmes sans forme de vie à la surface. Du coup, je trouve qu'en fait, même dans les pires conditions, il y a beaucoup de trucs où on se dit, en fait, mais, tu vois, genre, si tu prends Proxima ou... attends, non, je trouve pas, c'est pas Proxima, j'ai oublié le nom. Ce système à 6 planètes. Trappiste. Ouais, Trappiste, merci. Je veux dire, avec celles qui sont... toutes ces planètes qui sont peut-être gravitationnellement verrouillées, donc ce qui est quand même assez contraignant, mais t'as 2 ou 3 planètes où tu te dis, bon bah, si, alors ok, ça fait un si à chaque fois, mais s'il y a énormément d'eau liquide, enfin d'eau dans le système, et même si elle est gelée, il y a peut-être face soleil, un océan, ou alors à la jonction entre le noir total et... ok, peut-être que c'est des éruptions extrêmement violentes, mais si c'est gelé, peut-être que tu as de la vie sous la glace qui est protégée. En fait, bon là, on n'est peut-être pas dans des formes de vie extrêmement complexes. Oui, c'est déjà magnifique. Et puis c'est vrai, comme tu dis, il n'y a pas besoin de... Enfin, la façon dont la vie pourrait se développer est certainement plus vaste que juste de l'eau liquide dans la zone habitable. Par exemple, comme tu dis, il suffit ce qui pourrait rendre la vie habitable sur Europe, par exemple, c'est la gravité de Jupiter ou de Saturne, enfin les géantes gazeuses. Et on a trouvé aussi récemment, je crois, dans les astéroïdes des acides aminés qui semblent être les blocs élémentaires pour la vie. Et donc, cette hypothèse de la panspermie aussi, qui est de plus en plus prise au sérieux. Parce que dans ce cas-là, peut-être que la vie est d'abord apparue sur Mars avant de venir sur Terre. Ce serait poétique d'une certaine façon. Qu'on soit des Martiens, au final. Mais ouais, non, après, la question du paradoxe de Fermi, de la vie extraterrestre, ça fait partie des questions les plus intéressantes. Je pense qu'on pourrait en parler pendant 3 heures, parce que c'est... Tu vois, moi, par exemple, je ne serais pas surpris d'apprendre... Alors, je pense que si c'était le cas, il ferait tout pour pas qu'on le sache, et sans rentrer dans une forme de complotisme ou quoi que ce soit. Hein. Je sais vraiment pas les petits hommes verts et le projet 51, je ne sais plus comment c'était aux États-Unis, mais que les extraterrestres sont plus ou moins ici et en train de nous observer.
dans la mesure où, tu vois, je me dis, admettons, aujourd'hui, on est envoyé des satellites autour de Mars. La planète est connue depuis très longtemps et il s'avère que elle possède des systèmes de forêt, de ce que tu veux. Il y pleut, il y a des nuages, les conditions sont plutôt cool. Donc déjà, on y voit une forme de vie. On envoie quelques satellites pour observer la planète et puis on se rend compte qu'il y a des petites tribus appelons-le les gruffes, tu vois, qui vivent là-bas sur place. Et on a moyen de se manifester, on a moyen d'atterrir. C'est des missions complexes, mais on pourrait le faire. Je suis pratiquement sûr qu'on aurait quand même la jugeote pour se réunir et se dire, bah non. En fait, c'est une zone dans laquelle on n'a pas le droit. Je veux dire, ils en sont à l'âge de pierre. Mettons-nous d'accord pour ne pas interférer avec eux. Je pense que c'est la décision qu'on prendrait. Je suis pas du tout certain qu'une forme de vie intelligente prendrait celle-ci, mais si elle avait les moyens, si tu veux, de se répandre et d'arriver jusqu'à nous, et au vu du type de développement technique que ça demande, si tu es capable de franchir des années-lumière de distance, tu es capable de faire des micro-robots pour venir étudier. Peut-être qu'ils ont des équipes de sociologues qui nous étudient, tu vois. Pas du tout du Men in Black, des gens qui sont cachés au bout d'un ascenseur, mais, je sais pas, tu vois, et ils nous observent juste par intérêt scientifique et parce qu'ils ont décidé qu'interférer, c'était trop tôt, parce qu'on n'est pas assez développé ou j'en sais rien. Mais je pense que c'est le genre de décision qu'on aurait pu prendre. C'est un peu l'hypothèse du zoo, je crois que ça s'appelle. Hein. C'est l'idée que ouais, on est observé, et on est un peu laissé genre dans un parc naturel, quoi. Mais bon. Même pas parce qu'ils nous visitent pas, ils interfèrent pas, tu vois. Ouais, c'est plus une sorte de documentaire animalier pour eux. Ouais, un étude sociologique. Après, bon, c'est toujours difficile de spéculer là-dessus parce que ça implique aussi une sorte d'universalisation de motifs. C'est presque faire de la xénopsychologie parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait. Et donc ça, c'est compliqué parce que il y a énormément d'hypothèses qui peuvent être spéculées. Mais le problème, c'est s'il y a plusieurs races extraterrestres, il faudrait qu'elles soient toutes d'accord, quoi. Et là, on entre presque dans une sorte de paradigme à la Star Trek où ils ont un Prime Directive, le directif premier. En gros, oui, il y a une règle dans la Confédération des planètes comme quoi on n'intervient pas sur des peuples primitifs. Et donc. Et comment est-ce que tu peux te mettre d'accord quand les communications sont aussi longues et laborieuses, quoi? Ouais. Et puis, t'auras toujours, tu sais, souvent quand t'as des règles, des lois, tout ça, comment on empêche, regarde, rien que sur Terre, un milliardaire qui crée sa propre entreprise et qui aujourd'hui fait des trucs plus impressionnants que la NASA. Donc, un gouvernement, quoi. Est-ce que les extraterrestres, ils ont pas leur propre Elon Musk? Je mettrais quand même un bémol, c'est-à-dire que Musk, il aurait jamais pu faire ça si la NASA lui avait pas acheté ses fusées. C'est quand même aujourd'hui la NASA qui signe les chèques. Donc, ils ont délégué une partie du travail et ils ont fait du super taf. Et c'est lui qui a pris tous les risques au début. Mais en fait, aujourd'hui, il serait incapable de faire voler ses fusées sur le long terme parce qu'il n'a pas les moyens. C'est l'administration américaine qui a la puissance de frappe monétaire, quoi, enfin, pas industrielle, mais... Oui. C'est le client, ouais. Ouais. Oui, non, c'est sûr, hein, évidemment. C'est un raccourci que j'ai pris, mais ce que je veux dire, il y a des originaux qui se seraient dit non, on s'en fout des règles et on y va, quoi. Peut-être. Ce qui explique les phénomènes ovni, et voilà, on a résolu le problème. les fameux pannes, comme ils disent maintenant. En gros, les phénomènes aériens non identifiés, ils sont intéressants, mais c'est vraiment une curiosité scientifique pour moi. C'est-à-dire que ça peut pas être la preuve de l'existence extraterrestre, parce qu'on a besoin d'élever la barre de la preuve qu'on a besoin, parce que c'est quelque chose de tellement extraordinaire que on peut pas juste se contenter de pixels qui bougent sur un écran. Ouais, moi je dis l'argument des ovnis, mais c'est encore une fois par rapport au degré de développement technique que ça demanderait pour eux s'ils étaient capables de venir ici. S'ils sont capables de venir ici, ils peuvent être parfaitement furtifs. Donc s'ils se manifestent, ils savent très bien qu'ils se manifestent et qu'ils sont visibles. Donc en fait, c'est voulu. Donc je crois pas à l'intermédiaire de je les ai vus une seconde et ils sont allés se cacher. Enfin, pour moi, c'est assez noir ou blanc là-dessus. Enfin, c'est eux qui sont... Si ils existent, c'est eux qui sont capables de se manifester. C'est vrai que ça m'a toujours paru un peu insensé d'avoir une civilisation technologiquement supérieure de plusieurs milliers d'années qui se crache, quoi. C'est pour ça, moi, je peux plus regarder les films de SF où t'as des extraterrestres qui débarquent et t'as le général qui fait on va leur tirer des bombes H. Juste, en fait, demande-leur comment ils font leur PQ. Rien que leur PQ, à mon avis, il vaut le CERN, tu vois. Donc, du PQ quantique.
Alors oui, bon bah voilà. Je pense que on approche de la fin de l'émission. On a fait plein de détours. C'était presque prévisible. Je vais terminer par te demander voilà ton avis sur le futur, parce que The Flares, hein, c'est une chaîne de prospective, donc on s'intéresse au futur de l'humanité. Comment tu vois un peu le futur sur le court terme, peut-être jusqu'à la fin du siècle, et puis peut-être même si tu veux te projeter sur des aspirations long-termistes, très très prochain million d'années, je pense. Je sais pas, mais alors c'est un truc que j'aimerais tellement savoir. Tu sais, on parlait de si peut-être c'est pratiquement au même niveau, mais en fait j'aimerais bien le jour où je meurs, tu vois, qu'il y ait quelqu'un qui vient me voir, je suis absolument pas croyant, mais qui me dise, si tu veux, là, juste je te montre en accéléré le zapping de l'histoire du monde sur les 100 000 prochaines années, tu vois, les grandes tendances démographiques, sociologiques, économiques, qu'est-ce que l'humanité deviendra, j'aimerais tellement le savoir. Hélas, on n'en verra qu'une toute petite partie, mais j'adorerais avoir les réponses à ces questions. Je sais pas, je trouve qu'on est un peu à un niveau... En fait, comment dire, il y a quelques années, on disait que l'histoire était finie, que le réel commençait à devenir un peu mou. Je trouve qu'il est quand même assez vif et chaotant ces temps-ci. J'avoue que je suis assez perdu en fait là-dessus, parce que des fois j'oscille entre des formes d'optimisme et par moments je me dis que c'est assez mal engagé, non pas forcément par rapport à des questions sur la nature humaine en tant que telle, tu vois, mais sur le nombre qu'on est, sur le fait qu'il y a tellement de gens qui, avec le type de développement technique qu'on a mis en presque comme un idéal qui est devenu un idéal pour beaucoup d'entre nous, ou quelque chose de nécessaire, qui est absolument pas suffisant, mais qui est plus que nécessaire. Et pour m'être beaucoup intéressé aux ressources énergétiques encore disponibles, je pense que ça va vraiment chahuter. Et je vois pas de solution miracle à ça. Je pense que c'est absolument pas la technique qui va nous sortir de ce merdier. Avec toutes les bonnes intentions du monde, je vois pas comment, même si on trouvait comment maîtriser la fusion, pour moi il n'y a pas vraiment de solution à court terme en fait. Donc on va vers des bousculements profonds, mais te dire est-ce que à l'horizon 2100 les démocraties occidentales se seront cassées la gueule et on sera dans des formes de néo-totalitarisme partout, est-ce qu'on aura un gouvernement mondial et unifié, est-ce qu'on reviendra à des économies à plus petites échelles, est-ce qu'il y aura une forme d'effondrement, enfin non, sans aller jusque là, mais une forme de revue à la baisse de nos objectifs de développement matériel, tu vois, peut-être que même j'ai écouté l'autre fois, je sais plus, c'est Aurélien Barraud qui parlait de ça, sur le nombre en fait aujourd'hui de scientifiques il n'y a jamais eu autant de gens qui ont un doctorat ou plus sur Terre, qui sont en train de travailler sur des sujets, mais peut-être que d'ici 300 ans, les gens auront moins envie de faire d'enfants, qu'il y aura plus de 2 milliards d'habitants, qu'on aura accumulé énormément de données, mais tu vois, tu nais, tu grandis, tu as une capacité d'apprentissage qui est assez limitée. Donc en mettant de côté la question de l'IA, qui est peut-être une autre perspective d'avenir, on sera peut-être même plus capable d'arriver à des degrés de développement qu'on a aujourd'hui, à moins d'avoir vraiment capitalisé sur ce qu'on fait. Et tu vois, je sais pas, construire une usine, ça demande des compétences monstrueuses. Donc on bénéficie de toutes les connaissances qui ont été accumulées, mais quand tu dois repartir de zéro, c'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'on sera toujours capable ça rejoint un peu ce que disait Musk pour le coup. En fait, la fenêtre de tir, elle est peut-être maintenant, et peut-être qu'après, elle se refermera. Et ça rejoint aussi le paradoxe de Fermi. Pas forcément de la disparition. Tu vois, je crois absolument pas que, à moins qu'il y ait vraiment une guerre nucléaire à très très grande échelle, je vois pas comment l'humanité peut disparaître. Je pense qu'on est extrêmement résilient, extrêmement capable de se serrer les coudes quand c'est plus que nécessaire. Alors on est peut-être beaucoup trop cons. Genre typiquement, le GIEC est là, ils font « Oh les gars, on est mandaté pour vous dire que ça va être la merde, écoutez-nous ». Et en fait, tout le monde s'en fout, enfin, pour vraiment forcer le trait. Mais le jour où on sera à plus 2 degrés, plus 4 degrés, en fait, ça va pas nous tuer. Enfin, ça va être terrible si ça arrive, mais il restera toujours des millions de gens et la Terre restera habitable. Tu vois, franchement, à part le scénario
catastrophe, même pas de catastrophe nucléaire au sens industriel, hein. Tchernobyl, pour moi, c'est vraiment un épiphénomène. Mais tu vois, une guerre nucléaire, je vois pas comment on peut nous annihiler. Même le scénario du virus, j'y crois pas. T'as toujours 2-3 personnes qui seront assez paumées au fin fond du Népal ou de la Patagonie pour passer. Je veux dire, un truc trop efficace, tu fais muter Ebola, la variole, et avec un temps d'incubation d'1 mois, même ça tuera pas toute l'humanité. Tu auras toujours 3 clampins qui sont restés sur leur bateau. Et... faut voir la population minimum viable, c'est une centaine de personnes, quoi. Donc, tant qu'il reste plus de 150... Enfin, ça dépend. Il y a eu plusieurs modèles qui ont été faits. Moi, il y en a plus dans mon immeuble. Voilà. Non, mais c'est sûr que... Après, il peut y avoir des problèmes génétiques qui se posent s'il y a trop de personnes de la même... Il n'y a pas assez de diversité génétique. Mais ouais, non, tout à fait. Là, c'est vraiment les scénarios les plus catastrophiques qu'on peut s'imaginer. Bon, il y a toujours l'impact d'astéroïdes bien méchants qui arrivent, et puis... Mais ça, c'est... C'est vrai que l'astéroïde, ça peut piquer quand même. Mais je pense qu'on fait des progrès là-dessus. On a, je crois, grâce au projet Space Safeguard, je crois que ça s'appelle, on a détecté 98% des astéroïdes de plus de 10 km dans le système solaire, donc c'est bien. Il reste les météores quand même, ça c'est plus difficile, les comètes à traquer, mais il y a une mission bientôt qui va être faite, je crois, peut-être par le Japon ou la Chine, je sais plus, mais c'est une mission de dévier un astéroïde, il me semble, à vérifier. Mais en tout cas, c'est les premières prémices d'une sorte de bouclier qu'on pourrait se créer, finalement. C'est-à-dire, si on détecte un astéroïde qui va percuter la Terre dans 50 ans, on va certainement serrer les coudes suffisamment. Bon. Et c'est un peu le scénario de Don't Look Up, finalement. Je sais pas si tu l'as vu, le film sur Netflix. Ouais, carrément. Bah, la métaphore est très bien trouvée. C'est vrai que... Et toi, tu te vois plutôt optimiste? T'étais plutôt optimiste sur les siècles à venir ou... Je m'inquiète beaucoup sur les risques existentiels, donc ce que tu as un peu parlé, c'est-à-dire les risques qui peuvent endommager, enfin réduire drastiquement le potentiel de notre espèce. Parce que j'aime bien regarder ça comme ça, c'est-à-dire on a un potentiel incroyable, vraiment le potentiel de l'humanité. D'ailleurs, je prévois une vidéo là-dessus qui va sortir dans quelques mois. Le potentiel de l'humanité, vraiment, le ciel est la limite, quoi. Hein, c'est-à-dire on pourrait coloniser tout le système solaire, toutes les galaxies dans le milieu observable. Enfin, les lois de la physique ne nous en empêchent pas, en fait. C'est ça qui est magnifique. J'aime bien la définition de l'optimisme de David Deutsch. Si les lois de la physique ne nous empêchent pas de faire quelque chose, la seule chose qui nous en empêche, c'est un manque de connaissances. Donc, tant qu'on progresse à accumuler des connaissances, je m'inquiète pas trop. Après, je sais qu'il peut y avoir beaucoup de trous dans la route, jusqu'au des bumps in the road. Donc, des catastrophes écologiques, tout ça, c'est sûr que ça fait pas plaisir, et je pense qu'on pourra pas éviter certains effets du réchauffement climatique. Il y a des zones de la Terre où il sera plus difficile de vivre que d'autres, malheureusement. Les inégalités, elles vont aussi s'accroître. Après, c'est tellement de sujets qui peuvent façonner le futur. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui me fascine aussi, pour le bien et pour le pire, c'est-à-dire que je pense que ça, c'est un risque existentiel, par contre. Si elle n'est pas alignée à nos valeurs, et pour l'instant il y a énormément de cerveaux qui s'y mettent, qui essaient de réfléchir comment aligner les IA à nos valeurs pour qu'on puisse contrôler quelque chose qui pourrait être plus intelligent que l'ensemble de l'humanité. J'aime bien le fait que si on considère que l'intelligence c'est simplement de la matière qui s'organise et qui est capable après de prendre son envol, et en fait on est dans une autre forme d'intelligence, et on est toujours dans l'univers qui se regarde lui-même, parce que c'est toujours une partie de l'univers, et même si elle nous détruit, en fait, on pourrait avoir donné vie à une autre forme de vie. Bref, c'est pour continuer, tu sais, la mise en abîme, quoi. Je suis d'accord, ce serait vrai si on sait qu'elles sont conscientes, nos intelligences artificielles. On n'a pas fait beaucoup de progrès sur la conscience artificielle. Tu te penses libre parce que tu ignores les causes qui te déterminent, et dans ce cas-là, tu peux aussi dire que nous, on se pense conscient, mais en fait, on est déterminé. Mais c'est juste qu'on est suffisamment complexe pour assister à en fait, on est comme passif dans un mouvement qui, lui, est déterminé, et nous, on se pense libre. C'est le libre arbitre là qui est en remise en cause. Et pour l'instant, ouais, là, pour le coup, je suis plutôt déterministe sur le libre arbitre. Je pense que c'est une illusion. Par contre, la conscience, c'est quand même quelque chose de différent. Ça me semble être... C'est plus qu'est-ce qui fait d'être moi. Il y a quelque chose qui fait d'être moi. Tu vois, il y a quelque chose qui fait d'être un chien. Par contre, il n'y a rien qui fait d'être cette bouteille d'eau. Donc, de ce qu'on sait. Alors, ouais. C'est ce que je veux dire. Et ce quelque chose qui fait d'être,
c'est ce qu'on peut appeler la conscience. On ne sait pas ce que c'est une propriété peut-être. Et je suis pas sûr que les intelligences artificielles, si c'est juste des réseaux de neurones qui traitent de l'information, si elles auront cette subjectivité. Et si elles nous détruisent pour X raisons et qu'elles se propagent dans l'univers, pour moi, ça serait une catastrophe parce que ça voudrait dire que, en fait, voilà, la conscience n'existe plus. Et c'est une sorte de monstre cosmique qui a été lâché dans la galaxie et qui va faire des choses qui sont... voilà, on n'a aucune idée de leur motivation, mais bon, ça c'est, voilà. Donc on va dire je suis un optimiste quand même, mais assez concerné par les problèmes... J'aime bien la définition de Churchill qui disait un optimiste, c'est quelqu'un qui voit une chance derrière chaque calamité. Je trouve que c'est une bonne façon d'aborder. C'est pas mal. En gros, l'optimisme, c'est aussi de se dire chaque problème a des solutions et chaque solution entraîne de nouveaux problèmes. Et donc, on ne devrait pas tellement être surpris d'avoir des problèmes au XXIe siècle parce qu'on a fait tellement de progrès depuis le Moyen-Âge, depuis l'Antiquité, sur tellement de métriques. Hein. Je ne sais pas si tu connais Steven Pinker qui a écrit, qui fait beaucoup de recherches là-dessus sur voilà, montrer à quel point en utilisant des données, sur l'espérance de vie, l'alphabétisme, sur tellement de facteurs, on a progressé. Donc c'est le projet humaniste, quoi. Hein. Et finalement, c'est pas garanti que ça continue, parce que c'est pas automatique, hein, le progrès. Et donc je suis inquiet par rapport à ça, je suis inquiet par rapport à plein de trucs. Hein. Je pense là, récemment, les nouvelles ces dernières années, elles sont pas super, quoi, hein, c'est clair. Après, il y a aussi un biais par rapport aux news. Le biais, c'est-à-dire on parle rarement de ce qui marche, ce qui va bien. C'est pas la nouvelle. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'attentat terroriste dans une école. Personne va écrire un article là-dessus. Ah, bref, c'était petite parenthèse, mais pour conclure, je pense ce podcast, je sais pas si il y a des choses que tu voulais parler qu'on n'a pas abordées. Je sais pas, ça a été très riche. Désolé de partir de digression en digression souvent, mais très intéressant d'échanger avec toi. Ouais, merci, ce qui rend la conversation fluide. Et donc, oui, pour ceux qui veulent en savoir plus, donc je recommande ta chaîne, bien sûr. Donc, tu as mentionné aussi un podcast, c'est ça ? Ouais, la nouvelle Odyssée de l'espace, qui est sur Spotify. Okay. C'est toute en gros, on est moins dans les considérations, l'univers, l'existence. On est vraiment sur la conquête spatiale, l'histoire de la conquête de l'orbite basse, haute, de la Lune, l'aventure humaine, technique, industrielle qu'il y a derrière. Et vous avez prévu d'arrêter à quelle date de l'aventure humaine dans l'espace, à ce qui se fait aujourd'hui ou plus Non, prospective sur 2050. On va pas plus loin que 2050. Ah, ouais, on se mouille pas trop. Projet Artemis, si on en parle. Sur la Lune. Ouais. Pour moi, ça sert pas à grand chose, mais c'est génial en fait. Donc je me contredis un peu. J'adorerais qu'on aille remarcher sur la Lune, tu vois. Qu'on remette un peu cette exploration-là au cœur des sujets qui ont du sens. Tu vois, je sais pas comment dire, c'est qu'en fait, à un moment, le discours ambiant, c'est aussi bien qu'il soit orienté dans une direction et pas dans l'autre. De la même manière que même si je sais très bien que Mélenchon allait perdre contre Macron au second tour, j'aurais préféré que ce soit lui infiniment plus que Le Pen, parce que la nature des débats de qu'est-ce qu'on veut comme société aurait été complètement différente. Et c'est important parce qu'en fait, à quoi est-ce qu'on pense, de quoi est-ce qu'on parle, ça nous fait nous aussi, quoi. Nos centres d'intérêt, nos objectifs, Bien sûr. Je pense que pour le coup, la Lune... Tu vois, l'objectif d'avoir une base sur la Lune, ça me semble être noble comme objectif, parce qu'il y a un intérêt scientifique derrière. Évidemment, l'idée, c'est pas d'aller envoyer des humains sur la Lune pour sauver l'humanité en cas de pépin, quoi. Parce que vivre sur la Lune, c'est pas grandiose, quoi. Mais c'est vraiment de la recherche. En plus, la Lune, c'est à côté, c'est mettre 2 jours pour y aller. Donc, je pense vraiment que c'est un objectif qui vraiment, on devrait mettre les bouchées doubles là-dessus. Mars, compliqué, hein, 6 mois de voyage au minimum, enfin ouais, carrément, mais c'est aussi la prouesse technologique de faire ça, quoi. Et bon, ça sera intéressant à suivre. Hein. Moi, j'aimerais bien faire partie de la génération qui voit le premier pas de l'homme sur Mars à la télé, enfin sur Twitch peut-être. Ça sera en live. En différé. Enfin, oui, en léger différé. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous invite à aller regarder les autres contenus que nous créons à travers la chaîne YouTube, mais également le site. Donc, on a des podcasts, des vidéos, des documentaires, ainsi que des analyses d'œuvres de science-fiction et même des petites fictions, des documentaires, par exemple sur la chaîne des Chroniques de demain. C'est intéressant, ça. C'est des petites fictions, des petits courts-métrages comme ça, qui se passent dans le futur.
Si vous êtes assez fou pour nous soutenir financièrement, nous avons un Tipeee. Hein, je préfère mentionner ça au cas où, même si je ne pense pas que vous êtes suffisamment fou pour ça. C'est Gaëtan pour le collectif The Flares. Merci encore une fois d'avoir suivi ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, hein, et à bientôt.